par les Camerounais. Dans ce climat de suspicion et de méfiance, les préalables et les préconditions du dialogue tels qu'évoqués par l'opposition de la société civile sont-elles les gages d'une organisation sereine d'un grand dialogue national inclusif entre la question anglophone, la forme de l'État, le statut de la diaspora et le système électoral? L'actuel système de gouvernance publique va-t-il survivre à ce grand dialogue national? Quels sont les médiateurs qui peuvent mettre tout le monde d'accord autour de la table dès que ce grand dialogue doit démarrer d'ici le 30 septembre 2019? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois Jacques Bimaille. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nefele, pardon. Bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox TV. J'espère que dans la sérénité et dans la convivialité, nous allons contribuer à ce que les choses puissent avancer dans notre pays. Vous êtes expert en management du territoire et membre titulaire du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, Maître Lavoisier Sapi. Maître Lavoisier Sapi, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous les co-panélistes. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de participer à ce droit de réponse. J'espère que les débats vont être fructueux et constructifs et que, à l'issue de ces débats, nous pourrons inspirer ceux qui vont diriger le grand débat national pour que nous puissions avoir dans notre pays, au sortir de ce grand débat, un Cameroun libre, géré par des nationalistes, un Cameroun véritablement démocratique et indépendant. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et membre du conseil juridique du SDF. Merci d'avoir effectué le déplacement depuis Bafoussam pour Douala pour ce débat sur Equinox Télévision. Également présent sur ce plateau, le troisième panéliste, il est le vice-président national de l'Union démocratique du Cameroun, Cyril Sambaka, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour aux copanélistes et surtout bonjour aux téléspectateurs de Equinox. Je pense que nous nous acheminons vers ce que tout le monde a réclamé, le grand dialogue. J'espère tout simplement que chacun de son côté le prépare bien et que a comme objectif la paix, la réconciliation, le pardon et la reconstruction. Nous allons en parler, voilà. Cyril Sambaka, dans cette émission. Sur ce plateau, avec nous, le quatrième panéliste sur droit de réponse, Maître Roland Diéhou, bonjour. Bonjour Monsieur Nefele, bonjour à mes copanélistes et bonjour à nos millions de téléspectateurs sur Equinox TV. J'aimerais à l'entame de cette émission saluer tous les combattants pour la liberté et en tête desquels j'aimerais saluer le président Maurice Kamto, ses alliés Christian Penda Ekoka, l'honorable Albert Nzongan, Valsero, le professeur Alain Foguet et tous les combattants qui actuellement sont toujours illégalement détenus à la prison principale et à la prison centrale de Yaoundé, ainsi que le combattant André Blaise et Sama. Nous espérons pouvoir apporter avec nos copanélistes sur ce plateau le petit peu que nous pourrons pour évidemment donner plus de lumière à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Vous êtes représentant du MRC et ses alliés sur ce plateau. Et juste à côté de vous, Roland, il y a l'éditorialiste de La Nouvelle Expression, consultant ce droit de réponse. Edmond, bonjour. Bonjour Céline Nefele. Je salue tous les copanélistes et j'adresse mes salutations amicales à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices fidèles de cette émission. Je reste avec vous, Edmond Kamdia, pour évoquer le premier sujet dans cette émission. La Nouvelle Expression, d'ailleurs, a évoqué à sa une les exclus du dialogue national inclusif au moment où les concertations se poursuivent sur le Premier ministre en vue de ce grand événement national et décisif pour la vie du Cameroun. Quels sont ces exclus et pourquoi s'attarder sur ces visages, ces leaders d'opinion anglophones qui, selon La Nouvelle Expression, n'ont pas été invités à ces consultations? Effectivement, monsieur Cédric Nefele, nous pouvons tous constater que depuis le début des consultations, on n'a pas beaucoup vu les personnalités ou les représentants des groupes
directement concernés par ce dialogue. Je veux parler des représentants des groupes armés ou des mouvements qu'on n'a pas vu arriver, n'est-ce pas, dans les rencontres, les consultations auprès du Premier ministre. On n'a pas vu arriver des représentants de la diaspora, ceux que d'aucuns ont considérés comme étant les commanditaires des mouvements, des actions qui sont menées avec efficacité selon ceux qui sont favorables au lockdown et à toutes les actions qui sont menées pour empêcher notamment le retour à l'école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je constate également, nous, à la Nouvelle Expression, qu'il y a ceux-là, et qui l'ont affirmé après le discours du chef de l'État, qu'ils ne sont pas favorables à ce dialogue national tel que formulé par le président de la République et dans les conditions où ça a été formulé. Je parle des représentants de ces mouvements-là, mais les branches politiques, dont certains se sont retrouvés en Suisse récemment. Ils estiment qu'il faut d'abord et surtout qu'un certain nombre de préalables soient réglés par le président de la République avant qu'il vienne à ce dialogue. On aura l'occasion de rentrer sur le fond des éléments qu'ils ont indiqués pour les préalables. Et je pense que beaucoup d'autres acteurs concernés par ce dialogue national ont déposé des préalables à travers leurs représentants pour dire qu'en réalité ce débat ne peut pas se faire sans qu'un certain nombre de questions soient posées et réglées à l'avance. Et parmi ces questions, on le verra, il y en a qui concernent la libération des prisonniers politiques comme des prisonniers, les détenus anglophones. Il y en a qui concernent, et c'est nécessaire pour les acteurs directement concernés, comme ceux qui sont dans les forêts aujourd'hui, je pense au groupe Ebanzame, sécessionnistes ou indépendantistes, qui est une sorte de loi d'amnistie pour leur permettre d'assister de manière sereine à cette rencontre. Or, jusqu'ici, il n'y a pas de lueur, il n'y a pas un message plus ou moins clair annoncé par le chef de l'État ou par son représentant, le chef du gouvernement, Premier ministre, qui nous amène à penser qu'il est possible que les acteurs annoncés et identifiés par le chef de l'État seront tous présents au grand dialogue national. Au moment où ces concertations se poursuivent à l'immeuble Étoile chez le Premier ministre, le journal The Guardian Post estime que 80% des personnalités reçues sont uniquement des francophones. Cyril Sambaka, l'UDC, a une délégation qui s'est rendue à l'immeuble Étoile. Lorsque vous parcourez la presse cette semaine et que les journaux d'expression anglaise estiment qu'un dialogue qui se prépare pour résoudre en priorité la crise dans le nord, dans le sud-ouest, font le constat de ce que ce sont uniquement, en grande partie du moins, des francophones qui sont consultés chez le Premier ministre. Comment vous réagissez ? Bien, la première chose que je dois dire, c'est que je ne vais pas m'attarder sur la formule, parce que moi-même, je devais conduire la délégation de l'Union démocratique du Cameroun, et il s'est avéré que j'ai envoyé au Premier ministère mes camarades pour avoir la date exacte, parce que je suis à Douala. Et il s'est avéré qu'on leur a dit qu'il y avait des trucs dans les réseaux sociaux et qu'on ne devait pas tenir compte de cela, qu'on devait être convoqué. Alors ma surprise a été qu'on me rappelle à 10h, 11h pour me dire que l'UDC est attendu à 13h ou à 14h. Donc c'est pour vous dire que si on s'attarde à ces détails-là, on ne va pas beaucoup avancer. Il y a des camarades de l'UDC à Yaoundé, ils se sont rendus. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que dans un dialogue, n'est-ce pas, je suppose, si il est franc, il est sincère, il y aura des commissions. Pour parler du problème anglophone, il est certain que dans la formation des commissions, les anglophones ne pourront pas être en minorité. Mais il s'avère aussi que si j'ai bien compris le discours du chef de l'État, il n'y a pas que le problème anglophone qui va être traité là-bas, il sera le principal problème, mais il y a le problème que nous vivons au quotidien. Nous vivons des problèmes des élections. Les élections, c'est un point focal pour la réconciliation dans notre pays. Il faut bien qu'un consensus puisse se dégager. Donc il y a d'autres problèmes comme ça. Il y a même le problème de notre propre identité. Parce que le Cameroun, aujourd'hui, ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à être hybride, sans avoir une authenticité, n'est-ce pas, une identité. Il faut la trouver là-dedans.
Il faut trouver, on a parlé de décentralisation, de fédéralisme. Vous voyez comment les gens se cognent les têtes. En réalité, ce sont des titres que chacun donne. Je veux le fédéralisme, je veux le fédéralisme à 2 États, à 10 États, je veux la sécession, je veux la décentralisation. Mais non, je pense que ce genre de rencontre, n'est-ce pas, va pouvoir définir qu'est-ce qui profite aux populations. Parce que c'est les populations que nous voulons émanciper. Quel est le système que le Cameroun peut inventer de par ses enfants et de par ses intelligences pour que ce soit adapté aux besoins du Cameroun. Et quand on aura donc mis le contenu, on pourra l'appeler comme on veut, nouveau fédéralisme, etc., etc. Mais avant qu'on arrive sur le fond des débats qui pourraient émerger durant ces assises nationales, il y a la question du schéma de sortie de crise et le mode de consultation tel qu'opéré par le Premier ministre qui suscite des interrogations. Vous avez suivi d'autres formations politiques qui ont posé des préalables et des préconditions en vue d'une organisation sereine et plus inclusive de ce dialogue. L'expérience que nous avons du dialogue nous permet de penser que les préalables ont toujours été posés de tout temps. Quand il y a un dialogue, les préalables ont été posés. Le problème, c'est de savoir si on laisse le dialogue, on règle d'abord les préalables. Ou alors, on entre dans le dialogue et on règle les préalables. Moi, je vous prendrai tout simplement l'exemple de la réunion tripartite où le Premier ministre avait rejeté en bloc tous les préalables que l'opposition avait mis sur la table. Mais nous avons eu 5 jours de blocage où il fallait trouver une solution, où il fallait trouver le mode d'adoption. C'est là où est né le consensus qui n'est pas statistique, hein, mais qui tient compte du fait qu'il y a encore quelqu'un qui n'a pas compris, il faut trouver une solution. Et on avance. Donc cette technique de négociation et de dialogue existe, n'est-ce pas? Donc, la dernière fois, c'est-à-dire à la tripartite, il y avait une partie de l'opposition qui était hors de ce dialogue, et il y a une autre qui était dans le dialogue. Le souci permanent, c'est d'avoir un consensus. Et ceux qui étaient à l'intérieur ont discuté de ces préalables qu'ensemble, ils avaient fait dehors, et ont pu obtenir au moins 80%, et les documents sont là aujourd'hui. Malheureusement, ce qui n'avait pas fonctionné, il faut le dire, c'est la communication. Parce que la communication n'avait pas fonctionné. Le PCA de la CITV, ministre de son État à l'époque, avait retiré la bande explicative au niveau de la CITV. Vous saviez qu'à cette époque, il n'y avait pas un foisonnement de médias. Donc, il avait retiré, empêchant aux populations de savoir ce qui avait été dit et ce qui avait été arrêté. Et de l'autre côté, nous avions une presse qui était jeune, n'est-ce pas, et qui parfois ne mesurait pas les enjeux politiques. Donc la réunion tripartite est restée comme ça 28 ans, sans que les Camerounais ne sachent ce qui s'était réellement passé. C'est la raison pour laquelle je dis qu'en entrant à la réunion tripartite, on avait rejeté tout en bloc. Et en commençant réellement la réunion, on avait accepté 80% des revendications de l'opposition. Aujourd'hui, ce sont les grandes assises nationales, un grand dialogue national qui est annoncé. Et parmi les partis politiques reçus chez le Premier ministre, il y a le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Sur ce plateau, avec nous, Maître Roland Djiou et le MRC qui a produit un mémorandum déposé sur la table du Premier ministre. Pourquoi insister tant sur la libération préalable du leader national du MRC, ses alliés et ses militants, conditionnant la participation du MRC à ces dialogues nationaux? Alors, M. Lofele, ce que je dois d'abord indiquer, c'est qu'il n'y a pas une insistance sur cette condition-là en particulier. C'est une question de bon sens. Vous ne pouvez pas vouloir d'un dialogue inclusif et le faire dans des conditions où, de fait, certains sont exclus du dit dialogue, et pas des moindres quand on dit certains sont exclus. Ceux qui sont exclus de ce dialogue, c'est ceux qui ont pris des balles pendant des manifestations publiques lorsque ces personnes-là demandaient à ce qu'il soit mis un terme à cette crise fratricide. Si vous voulez un dialogue inclusif avec ces gens-là en prison, il faut dire la vérité aux Camerounais que ce ne sera pas un dialogue inclusif. Si vous voulez faire un monologue, faites un monologue. Si vous voulez faire un dialogue avec plusieurs sons de cloche, prenez les mesures pour que les différents sons de cloche effectivement puissent être entendus. Moi, j'aimerais peut-être revenir un peu sur ce qu'on peut appeler les préalables.
Je peux être d'accord avec le président Sambaka sur le fait que on peut obtenir un certain nombre de choses une fois dans la discussion. Mais je convoque à sa conscience la même tripartite et les résolutions qui en sont sorties. Si on ne peut pas se mettre d'accord sur le contenu, ça veut dire qu'on ne pourra pas non plus se mettre d'accord sur les garanties d'application de ce contenu-là. Et c'est ce qui est arrivé avec la tripartite. Ce qu'il présente comme une victoire de ceux qui ont participé est une demi-victoire en réalité, parce que nous sommes rendus très longtemps après la tripartite et la Constitution de 1996, mais on attend toujours l'application, par exemple, de l'article 66 et de la décentralisation au niveau des régions, tout au moins. Donc, la question des préalables, elle aussi, Monsieur Noufélé, c'est une question de bon sens. Quand on vous dit voyageons, allons à Yaoundé, la question n'est pas est-ce que vous êtes d'accord pour aller à Yaoundé ou pas. Le préalable minimum, c'est de se dire quel est le moyen qu'on emprunte pour aller à Yaoundé. Et si on peut se garantir des meilleures conditions de voyage, c'est ce qu'on appelle les préalables. Et donc, parmi ces préalables que nous avons pris la peine de formuler, il y a par exemple, et ce ne concerne pas que les camarades qui sont en prison, ça concerne aussi, on dit que c'est la crise anglophone qui est le principal sujet de débat. Mais alors, vous discutez de la crise anglophone sans les représentants de cette communauté-là, notamment ceux qui sont en prison. Je parle de M. Sisikou Ayouk Tabé. Évoquer son nom ne veut pas forcément dire qu'on est favorable à la sécession, mais évoquer son nom veut simplement dire que si on est pour un dialogue inclusif, tout en rappelant qu'en ce qui concerne le MRC, la question de la sécession ne faisant pas partie de notre agenda, on peut quand même discuter avec les acteurs qui justement ont une prégnance sur cette crise, sur cette guerre civile désormais. Vous ne pouvez pas donc parler d'un dialogue inclusif avec ces personnes-là en prison. Mais il y a des chefs traditionnels du Sud-Ouest qui ont été reçus chez le Premier ministre. Ils représentent également les populations dans ces régions. Également les populations, je n'en disconviens pas. Mais justement, quand on veut faire un dialogue inclusif en choisissant son genre d'interlocuteur parmi les populations concernées, ça pose un problème. Et vous me donnez l'occasion là de revenir sur ce qu'on a observé lorsqu'on a vu la liste des représentants de la région du centre. Ce dialogue tel qu'il est organisé finira par ressembler à un congrès extraordinaire du RDPC. Parce que si les représentants qu'on choisit, c'est ceux qu'on veut voir, alors il ne faut plus dire aux Camerounais qu'il s'agit d'un dialogue inclusif. Il faut dire aux Camerounais qu'il s'agit d'une peut-être large consultation. Les mots ont un sens. Si on veut faire à la place d'un grand dialogue national une large consultation, qu'on le dise. Et le président de la République a dit dans son discours que tout le monde ne pourra pas participer au grand dialogue national, mais on a vu qu'il y a la possibilité qui est donnée aux Camerounais d'aller rencontrer les gouverneurs des régions pour donner leur contribution, de pouvoir écrire sur un site internet dédié à ces assises nationales, de partager également leurs contributions dans la perspective de ce dialogue. Est-ce que ce ne sont pas des mécanismes qui visent à permettre à tous les Camerounais de contribuer d'où qu'ils viennent et quelle que soit la sensibilité politique? C'est ce que j'appelle large consultation nationale. Le débat n'est pas là, M. Noufélé. Je suis d'accord qu'il y a des moyens de s'exprimer dans le cadre de ce qui est annoncé comme étant le grand dialogue national. Mais consulter des gens, prendre l'avis des uns et des autres et décider de ce qu'on en fait par après, n'appelons pas ça dialogue national. Le dialogue veut dire on échange, on discute. Sinon, la question du consensus qu'a évoqué monsieur Sambaka n'aurait aucun sens. Si on doit adopter un mécanisme de conduite du dialogue, ça veut dire que les avis des uns et des autres doivent être pris en compte de manière consensuelle. Si on parle de large consultation, alors ça veut dire qu'on est encore une fois embarqué dans une histoire sans lendemain. Mais j'aimerais, à l'attention des téléspectateurs qui nous regardent, indiquer que ce n'est pas nous, au MRC, qui pouvons être contre l'idée du dialogue. Ça, il faut bien que cela se sache. Parce que dans le projet de société du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui date de 2012, nous avons carrément fait du dialogue national, notamment sur la question anglophone. C'était une simple question à l'époque, une de nos priorités, et que nous entendions régler une fois aux affaires dans le cadre de ce qui avait été appelé dans le projet de société les assises nationales de la fraternité et de la solidarité. Cela a été réitéré dans le projet de société, dans le programme de gouvernance qu'a porté le président élu, à l'époque candidat Maurice Kamto.
lors de l'élection présidentielle dernière. Il y a eu des actions concrètes sur le terrain relevant de la volonté du MRC et de ses alliés de faire porter à l'agenda national cette question. Les résultats et les conséquences, vous les connaissez. Donc, ce n'est pas nous qui sommes contre le dialogue. La seule question que nous disons, c'est que nous posons, c'est que oui, pour un véritable dialogue franc, sincère et inclusif. C'est d'ailleurs pour ça qu'un mémorandum a été déposé. C'est d'ailleurs pour ça que l'invitation a été honorée. Et je dois indiquer que Madame la vice-présidente, présidente par intérim du MRC, Madame Tyriane Noah, les premiers mots qu'elle a eu à l'attention de Monsieur John Gouté, c'était que entre le MRC et lui, il y a une question de légitimité qui nous oppose. Cela est bien connu de tout le monde. Mais comme il s'agit du pays, de la nation, nous avons choisi au MRC de mettre cela entre parenthèses pour venir à la rencontre de celui qui a été désigné comme devant présider ce qui va s'annoncer, pour lui faire part de ce que nous pensons de cela. Il faut bien l'indiquer. Nous n'avons pas boycotté, nous sommes venus en mettant entre parenthèses la question de la légitimité, mais en indiquant que nous voulons effectivement un dialogue, un grand dialogue, une assise, un dialogue franc, sincère, dont les résolutions peuvent être, dont on peut dire aux Camerounais que les résolutions seront effectivement appliquées, parce que c'est quand même pour eux, ces concitoyens-là, et vous avez insisté sur la nécessité d'une amnistie en faveur des prisonniers dits politiques, selon les propos du MRC. Jacques Bimaille, au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on a vu également une délégation qui a été conduite par les hautes personnalités de l'appareil administratif du RDPC. Cependant, l'opposition émet des réserves sur le schéma choisi par le Premier ministre pour des consultations en vue du dialogue et également sur la nécessité de procéder à une amnistie générale en faveur des prisonniers de la crise anglophone et la crise post-électorale. Quel est votre point de vue? Cédric, je dois d'abord dire que les Camerounais doivent se respecter et se faire confiance. Nous faisons comme s'il n'existait pas un État dans notre pays. Il y a en place un président de la République et un gouvernement de la République. Et il y a des lois. Il y a la justice. Vous connaissez ma position sur ce point. J'ai été l'un de ceux qui se sont battus dès le départ pour qu'un dialogue puisse avoir lieu. Le chef de l'État, le président de la République, a fait un discours qui m'a réjoui et je crois qu'il a été précis sur certains points. Nous sommes dans un pays avec des institutions. Il y a des compatriotes qui ont des problèmes avec la justice. Je souhaitais aussi qu'ils puissent prendre part à ce dialogue, mais n'oublions pas qu'ils ont des problèmes avec la justice. Et le chef de l'État a été clair. Il a des pouvoirs, il pourra accorder la grâce à certains à un moment venu. Je souhaite quand même que, quand nous nous battons pour certains Camerounais comme Ayoub Tabé, je me bats pour lui, ou certains se battent pour lui, parce qu'il est Camerounais. Il faut qu'il nous aide aussi. Il faut qu'il puisse clarifier sa position, parce que nous sommes là pour engager un dialogue entre Camerounais. Il faut régler ces problèmes. De l'autre côté, j'ai entendu ici, les anglophones n'étaient pas représentés. En politique, c'est un discours. Ici, nous sommes dans un cadre politique. Le premier parti d'opposition dans ces pays a son bastion dans les deux régions. Ce parti, le SDF, a été consulté. Et peut-être ceux qui connaissent bien aussi les deux régions, c'est l'occasion de dire ici que le fonds joue un rôle important, très important, dans les deux régions. Ces deux groupes ont déjà été consultés.
Je dis, essayons de nous faire confiance. Environ bientôt 60 ans après l'indépendance, le pays a aujourd'hui des enfants qui peuvent se mettre autour d'une table pour définir l'avenir de cette nation. Quels sont les gages Laissez-moi continuer, quoi. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer. Les années 90, j'étais le seul francophone qui était dans un mouvement international avec les anglophones. Nous nous sommes réunis à Londres. À Londres, à Washington, à New York, à Atlanta. Nous avons signé des mémorandums. Il y a un problème qui se pose, et je crois même qu'il y a même des problèmes de sémantique, de langage. Je suis là maintenant c'est un expert qui parle. Nous avons aujourd'hui environ 25 millions de Camerounais. Il faut régler le problème de la gouvernance au niveau de l'État et le problème de la gouvernance locale. Tout à l'heure, je vais rentrer en profondeur. Nous en parlons tout à l'heure. Oui, en tant qu'expert, sur les gages de la confiance pour que tout le monde se retrouve autour du même table pour dialoguer. Sur les gages de la confiance. Nous avons un gouvernement en place, c'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans un État, nous avons une République. Nous avons un président de la République qui a parlé. Il a dit ce qu'il pense. Les Camerounais vont se retrouver devant le Premier ministre, qui est d'ailleurs anglophone, parce que ceux qui disent que les anglophones ne sont pas représentés, c'est un fils du Sud-Ouest. Je crois que donnons-nous la main. Sans tolérance, on ne peut pas dialoguer. Sans respect, on ne peut pas dialoguer. Nous sommes à une semaine de ce dialogue. Mais ce qui est sûr. Jacques Bimaï, nous sommes à une semaine de ce dialogue national. Et la majeure partie des propositions de l'opposition à la société civile, c'est de procéder à une libération, une amnistie générale en faveur des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la crise anglophone et la crise post-électorale. Pensez-vous que c'est un préalable auquel il faut accéder avant de s'asseoir autour d'une table pour discuter? Cédric, j'ai bien dit, vraiment, je pense que vous m'avez suivi. J'ai dit que nous sommes dans le cadre d'une république qui a une justice. Il y a certains compatriotes qui ont des problèmes avec la justice. J'aurais bien souhaité que tous les fils et les filles de ce pays puissent se retrouver autour d'une table. Soit, allons-y au dialogue. Beaucoup de choses peuvent se passer au cours du dialogue. Beaucoup de choses peuvent s'arranger après ce dialogue, qui ne va que durer 4 jours. Je dis, respectons-nous, faisons-nous confiance et soyons tolérants. Et ce qui est aussi sûr, même de notre côté, il ne faut pas qu'il y ait un dialogue avec des embuscades. Il faut un dialogue franc et sincère parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Après, il va d'une question majeure. Il faut absolument retrouver la paix dans les 2 régions anglophones. Et le SDF également a posé ses conditions pour l'organisation d'un dialogue franc, sincère et inclusif. Sur ce plateau avec nous, Maître Lavoisier de Sapi, vous avez suivi de près ces consultations qui se poursuivent à l'immeuble Étoile, le Premier ministre qui reçoit les différentes délégations, que ce soit les leaders d'opinion, que ce soit des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale ou d'autres formations politiques ayant au moins des conseillers municipaux ou d'autres leaders religieux. Comment appréciez-vous ce schéma de sortie de crise qui est en train de se mettre en place et sur les conditions préalables également posées par le SDF? Merci Cédric. Je pense que la convocation de ce dialogue national par le président de la République, c'est une chose curieuse. Une chose curieuse parce que c'est un dialogue qui est convoqué dans un climat de guerre. Les armes ne se sont pas tues dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et il me semble que quand on est dans une situation de guerre civile, pour tous les conflits que nous avons connus dans le monde, les négociations sont précédées par un cessez-le-feu. Il y a d'abord des accords de cessez-le-feu. On fait taire les armes et on négocie dans la sérénité. Le président de la République
convoque un dialogue national pendant la guerre, alors que les Camerounais continuent de mourir dans le sud-ouest. Mais le chef de l'État a demandé à ces groupes armés de se rendre dans les sous-préfectures, dans les chefferies pour déposer les armes et qui bénéficieraient d'un accompagnement dans le cadre du comité de désarmement, de démobilisation, de réintégration. Oui, ça c'est ce que j'appellerais la politique de l'autruche. Parce que le président de la République, dans son discours du 10 septembre, dit que le dialogue national vise à répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Quelles sont les aspirations profondes des populations du Sud-Ouest et du Nord-Ouest? Pourquoi les anglophones ont pris les armes pour défendre ce qu'on pouvait leur donner par le dialogue dans la paix? Pourquoi ils ont pris les armes? Il faut se poser ces questions. Et puis, je trouve même que le chef de l'État se contredit dans son discours. Vous ne pouvez pas dire que vous convoquez un dialogue pour résoudre le problème anglophone. Et dans le même discours, vous niez qu'il n'y a pas de problème anglophone. Le chef de l'État l'a dit, qu'il ne pense pas que les anglophones sont marginalisés. Parce que depuis qu'il a accédé au pouvoir, ça a été toujours sa préoccupation dans tous les gouvernements qu'il a formés de régler le problème des anglophones. Il ne pense pas qu'ils sont marginalisés. Il a pris l'exemple du Premier ministre qui depuis près de 12 ans ou 15 ans ou 20 ans est toujours anglophone. Vous ne pouvez pas nier un problème dans un discours, dans le même discours dit qu'on règle ce problème. Vous comprenez qu'il y a là une contradiction qui ne tient pas. Je pense que ce dialogue a été imposé par le chef de l'État, a été imposé au chef de l'État par la conjoncture nationale et internationale. Et le SDF a joué un très grand rôle dans la pression pour que ce discours se tienne. Nous avons vu les démarches du président national du SDF, le Tchemani Jean Frondi, personnellement auprès du chef de l'État, dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest. Nous avons vu l'action de nos députés à l'Assemblée nationale et de nos sénateurs qui ont insisté pour que la question anglophone soit inscrite à l'ordre du jour des deux parlements et qu'elle soit discutée et si possible qu'une solution soit ouverte. Vous avez d'ailleurs suivi le discours de l'honorable Wirba à l'Assemblée nationale, un discours qui amenait à placer le pouvoir devant ses responsabilités. Donc le SDF a joué un très grand rôle pour que ce dialogue ait lieu. Aujourd'hui, je m'interroge, est-ce qu'il s'agit d'un discours? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui va apporter une solution aux populations du sud-ouest et du nord-ouest? J'en doute. J'en doute parce que le président Sambaka vient de parler de la tripartite. Et nous constatons que le président de la République, à chaque fois qu'il est mis en difficulté, à chaque fois qu'il est mis dos au mur face à sa mauvaise gouvernance et à la mauvaise politique qu'il applique dans la gestion du pays, à chaque fois qu'il est mis dos au mur, il trouve une parade pour se refaire une virginité politique. J'ai été assez surpris qu'à peine il annonce ce discours, il y a des réunions du RDPC qui se tiennent dans le sud, à l'est, des motions de soutien qui sont pondues, et même, vous allez voir que à l'issue de ce dialogue-là, vous allez assister à des marches du RDPC sur l'ensemble du territoire national pour remercier le président de la République, faire de lui le Dieu qui a sauvé le Cameroun par-ci, par-là, alors que, en fait, je ne pense pas qu'il s'agit de ça. Mais pour le moment, il y a des consultations que le Premier ministre, une délégation du SDF, il a été reçu et a posé des préalables pour l'organisation sereine et inclusive de ce grand dialogue. Sur cet aspect précis, quels sont les détails et autres explications que vous pouvez nous apporter concernant les conditions que pose le SDF? Le SDF a demandé un médiateur neutre parce qu'il y a des parties belligérantes. Il y a la guerre dans la zone anglophone. C'est une guerre qui l'oppose à l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun se défend à travers son armée nationale. Quand vous avez deux parties belligérantes, l'une des parties ne doit pas s'arroger le droit de diriger un dialogue. Le Premier ministre Diongouté fait partie de ceux-là qui ont favorisé l'avènement de la crise anglophone. Avant d'être Premier ministre, il a été longtemps ministre. Qu'a-t-il fait pour que ses frères du sud-ouest et du nord-ouest ne prennent pas les armes? Il fait partie du problème.
et faisant partie du problème, peut-il être en même temps la solution? Mais on a vu le Premier Je dis non. ministre envoyé Le dans Premier les ministre- régions anglophones pour annoncer ce message de paix du président de la République à une certaine accalmie observée quelques jours après l'annonce de la volonté présidentielle de pouvoir organiser ce dialogue. Est-ce que ce ne sont pas des éléments à mettre à son actif en tant que chef du gouvernement? Non, pas du tout, Cédric. Allez sur le terrain. Si vous quittez Bafoussam, vous n'êtes pas sûr d'arriver à Bamenda, qui n'est qu'à 70 km. Si vous entrez à Bamenda, vous n'êtes pas sûr qu'à 5 km de Bamenda, vous ne serez pas abattu par les sécessionnistes. D'ailleurs, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, en a fait la même expérience quand il s'est déplacé avec tout le staff de l'administration territoriale, toutes les autorités administratives qui étaient réunies à Bamenda. Il y a eu un échange de coups de feu nourris entre l'armée et les sécessionnistes à l'hôtel Ayaba où étaient logées toutes ces autorités. Les sécessionnistes ont attaqué en pleine ville de Bamenda l'hôtel Ayaba où étaient logés. Les combats ont duré toute une journée. Donc vous voyez que et ça c'est un événement qui date d'une semaine. Donc vous comprenez que la descente du Premier ministre n'a apporté aucune accalmie. Nous voyons les images des atrocités qui se passent dans ces régions tous les jours. Mais nous disons que le SIF a proposé que pour que nous ayons un dialogue national sérieux, que ce ne soit pas la tripartite où on est allé flouiller les gens. Parce que comme l'a dit mon cher frère Roland, les résultats de la tripartite, l'article 66 de la Constitution, on ne l'a jamais appliqué. Ça, c'est les bienfaits de la tripartite. La décentralisation, on ne l'a jamais appliqué. On a mis la limitation du mandat dans la Constitution. Paul Biya a effacé ça en 2008 pour se maintenir perpétuellement au pouvoir. On a eu quoi de la tripartite qui a été appliquée par le pouvoir? Rien du tout. Quelle est la garantie que les résolutions du dialogue national seront appliquées? C'est pour ça que nous avons demandé à ce que, d'abord, qu'il y ait un médiateur neutre, et ensuite, comment vous allez sélectionner les gens qui vont arriver? Nous avons demandé qu'il y ait un préalable, une pré-conférence anglophone. Il faut que les anglophones choisissent, et même ce n'est pas le pouvoir qui doit choisir les leaders anglophones avec qui il va discuter. Le cardinal Toumi avait proposé ça. On ne l'a pas écouté. Mais le chef de l'État, dans son discours du 10 septembre, a demandé à ce que les bandes des armées participent à cette conférence. Comment vous croyez que le général Tcho Ayaba, qui est dans la brousse là-bas, qui est en train de faire la guerre là-bas dans le Lébialem, vous croyez que ce monsieur va quitter la brousse pour venir au palais des congrès? Non. Les bandes des armées sont représentées par une aile politique. On n'a jamais vu des généraux aller siéger pour... Si ce n'est pas pour conclure un accord de cessez-le-feu, la politique ne concerne pas le militaire. Le militaire est là pour défendre le territoire national. La politique concerne les hommes politiques. Les séparatistes ont des leaders politiques qui sont en prison et d'autres sont exilés. Vous ne libérez pas ceux qui sont en prison pour qu'ils participent au dialogue. Ceux qui sont à l'extérieur, on ne les consulte pas. Comment est-ce que le discours du chef de l'État va être respecté? Comment ces sécessionnistes Il y a une mission gouvernementale qui est annoncée aux États-Unis, au Canada et en Europe en vue de rencontrer la diaspora pour recueillir ses propositions en vue de ce dialogue national. Mais sur la trêve dont tout le monde rêve avant le dialogue national, Cyril Sambaka, faut-il une cessation des hostilités dans le nord-ouest et le sud-ouest avant au moins cette rencontre entre les leaders politiques, leaders de la société civile, autorités religieuses, autorités traditionnelles et le gouvernement pour discuter des questions d'intérêt national? Je suis triste, Cédric Noufélé. Je suis triste. Parce que nous qui avons fait l'école de la négociation, nous qui avons fait l'école des règlements de conflits, quand je vois, on se trompe encore une fois de lieu et d'endroit. Les conflits se règlent autour d'une table. Les médiations se font. Moi, je peux vous dire, je n'aime pas citer l'UDC, parce que nous sommes en train de lutter là pour le pays, pas pour un parti politique. Nous avons rencontré le Premier ministre au moins 2 fois. J'ai dit de nos députés à l'Assemblée nationale pour ce problème anglophone. Mais les médiations se font dans la discrétion. Il faut arriver à trouver un consensus. Et moi je dis, je voudrais que les Camerounais arrêtent
de dire que la tripartite a échoué. Parce que la tripartite n'a pas échoué. Les applications sorties de la tripartite n'ont pas été implémentées dans l'entièreté. Quand on entrait à la tripartite, il y avait des prisonniers politiques. Monsieur Noufele, on les a fait sortir. Il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais. On a demandé une amnistie fiscale. On a obtenu un moratoire fiscal. Vous comprenez? On a demandé la levée du commandement opérationnel. On a levé le commandement opérationnel. On a demandé le troisième point à l'ordre du jour, qui était la refonte constitutionnelle. Les commissions se sont mises en place à la tripartite. Ils ont désigné, n'est-ce pas, des intervenants de manière tripartite. L'opposition avait ces gens, les gens Flabon Gaillac et autres. L'administration avait ces gens, le professeur René Ounaïou. La société civile avait Maître Loé et d'autres avocats. Ils se sont mis au travail. Il était question qu'ils apportent leur copie, qu'il y ait une tripartite 2. Qui n'a jamais eu lieu. Non, mais laissez-moi terminer. Qui n'a jamais eu lieu. Laissez-moi terminer. Non, monsieur le Président, laissez-moi terminer. Les mesures que vous évoquez là sont des mesures de pacotille. Maître Sapi, qu'est-ce que le moratoire fiscal a apporté comme gain aux commerçants qui avaient fermé les boutiques pendant les villes mortes? Alors, ils n'ont rien gagné. Mais si vous ne voulez pas, du président Kaji, si vous ne souhaitez pas, le président Kaji a été redressé. si vous ne souhaitez pas que je dise la vérité ici, que le Camerounais sache d'où il sort, eh bien je le mettrai même dans les réseaux sociaux. La tripartite ne nous a rien apporté. Je vous dis oui, allez-y, que toutes les revendications que l'opposition avait mises sur la table, 80% de ces revendications, j'ai tous les documents ici. Et maintenant, l'application. L'application, quand on arrive à la refonte constitutionnelle, les commissions sont mises en place. Ils travaillent, il est question qu'on mette une deuxième tripartite pour voir les résultats et adopter au référendum. C'est à ce moment que le chef de l'État sort et dit on va aux élections législatives, ceux qui veulent y aller, voilà 500 millions. Qu'est-ce que vous, Maître Lavoisier, vous avez fait pour qu'on respecte les accords de la tripartite? Parce que là, il faut qu'on soit sincère. Pour une fois, soyons sincères avec les Camerounais. Il n'y a que de discuter, de négocier et d'arriver à des accords. Il n'y a que de les appliquer. Et il y a la communication, comme je vous ai dit. Parce que quand nous sommes sortis de la tripartite, parce que c'est Mme Joya qui avait été désignée par l'opposition comme la tête de file pour négocier avec le gouvernement, et qu'à la fin, les femmes lui ont remis l'arbre de la paix. Ça a vexé les gens. Vous voyez donc là où je veux venir. Je veux dire que quand vous n'avez pas fait quelque chose au Cameroun, c'est mauvais. Si c'est vous qui avez fait, c'est bon. Il faut qu'on quitte de cette situation d'égoïsme, n'est-ce pas, pour penser au Cameroun. Et nous avons pensé au Cameroun. Et depuis la tripartite, le voilà. Le contrat républicain, il est sorti il y a 10 ans. Oui, mais ça, parce que c'est issu de la tripartite. Voilà le nouveau contrat social. Il y a 9 ans, il est sorti de la tripartite. Mais vous savez que les anglophones, les anglophones exclus de la convention constitutionnelle. S'agissant des anglophones, le problème des anglophones, le problème des anglophones a été évoqué à la tripartite, et bien même, parce que les anglophones réclamaient le fédéralisme. Voilà. On les a exclus de la conférence constitutionnelle. Alors, le professeur Joseph ce qui s'est passé, c'est que de la conférence constitutionnelle. Les anglophones sont partis sans donner la parole. Si j'ai attendu 28 ans, si j'ai attendu 28 ans pour rétablir la vérité, je vais la rétablir. Et si je ne peux pas la rétablir, si je vais la rétablir dans les réseaux sociaux. Parce que c'est à ça que dépendra le succès des prochaines assises. Vous comprenez? Allez-y. Donc, à partir de ce moment-là, il a été discuté le problème des anglophones. C'est comme ça qu'il est ressorti que le vrai problème des anglophones, c'était la gouvernance locale. Vous voyez, quand vous êtes francophone, avec votre jacobinisme, vous voulez aller chercher un papier quelque part, vous avez droit, mais vous demandez, M. Séding Noufele, est-ce que vous connaissez le ministre, vous pouvez
intervenir pour que le ministre me donne le papier. Chez les anglophones, ce n'est pas la même chose. Quand on a un droit, on le revendique et on l'obtient. Vous comprenez? Parce que c'est la gestion locale. Ils avaient été habitués à cela, à élire leur chef. Donc, à partir de ce moment, la tripartite est tombée d'accord. On est tombé d'accord que ça doit être partagé. C'est quelque chose, c'est une revendication qui est digne et qui doit être partagée et que tout le Cameroun puisse en profiter. C'est de là où a commencé à germer l'idée du nouveau fédéralisme, le fédéralisme de 10 États. C'est à la tripartite. L'article 66 dont on parle, est-ce que les gens viendraient bomber leur torse ici avec l'article 66 si ça n'avait pas été obtenu de haute lutte à la tripartite? Donc moi je voudrais dire que comme nous allons à ces élections, à ce dialogue, nous devons savoir qu'il y a 3 phases. Il y a la phase de négociation avec ces accords. Il y a la phase de communication, parce que si la communication est fausse et qu'on vient de raconter des histoires aux Camerounais, à ce moment-là, on a faussé tout le travail qui a été fait. Maintenant, l'implémentation. L'implémentation, ça ne se met pas de commissions. Les commissions tripartites de suivi. Vous comprenez? Ce qui doit aller à l'Assemblée nationale, on tombe d'accord, ça va à l'Assemblée nationale, on vote. Alors, ce qui s'est passé à la tripartite, c'est que, sorti de la tripartite, à cette époque-là, prenez les titres. Vous allez voir une photo de Ndamjoya. Ndamjoya pour quelques dollars de plus. C'était très bien de dire que Ndamjoya a vendu le pays. C'était ce qui était sorti à cette époque. Mais c'était au profit de qui? C'était au profit d'autres leaders politiques. Donc c'était une affaire de leadership. Ça n'avait rien à voir avec le Cameroun. Ce qui a été fait à la tripartite, camerounais, vous pouvez revisiter cela, vous allez voir comment pour une fois, on peut ne pas être d'accord au départ et trouver un terrain d'entente. C'est ça la tripartite. Et moi, je peux, pour terminer, je voudrais vous dire que moi, j'apprends. J'apprends parce que j'ai un leader qui, c'est son métier. Il a fait avant les indépendances de l'Afrique du Sud et tout cela. Donc, les techniques de négociation et d'arriver au consensus et autres, ce sont des choses que nous apprenons. Et quand je vois les gens aller à côté, ça me rappelle cette image de la bataille des gens pour aller en enfer. Et ils laissent le paradis derrière eux. Ça me fait mal. Maître Lavoyer-Sapie, vous avez d'autres précisions que vous souhaitiez apporter sur la nécessité de garantir ce dialogue national inclusif. Vous allez réagir, Jacques Dumail. Permettez qu'il puisse apporter... Une petite motion. Je donne la parole ici sur ce plateau. Non, je sais, une petite motion. C'est d'abord Maître Lavoyer-Sapie qui a la parole, qui voulait apporter des précisions sur les résolutions de la tripartite. Je vous en prie. Oui, je pense que, contrairement à l'opinion du président Sambaka, la tripartite a été un marché de dupes. Je parle en tant qu'un des responsables de l'opposition. J'étais déjà membre du bureau national du SDF lorsque cette tripartite s'est tenue en 1991. Et je dois dire que l'opposition a été flouée. Est-ce que l'opposition camerounaise va encore se faire flouer au grand débat national que vient de convoquer le président? Il faut reconnaître que le pays va mal. Et si le président a dit que le grand débat national va s'occuper des questions anglophones et des questions des autres régions du pays, ça veut dire qu'il reconnaît que tout le pays se porte mal. Ça veut dire que le président de la République reconnaît l'échec de 37 années de gouvernance. Il reconnaît son échec. Aujourd'hui, il y a des crises multiformes. Il n'a pas parlé de la crise post-électorale. C'est une crise sérieuse. Et c'est étonnant que le président de la République n'en parle pas dans un discours aussi sérieux que celui-ci. C'est une crise qu'il convient de régler parce que cette crise est née des mauvaises élections qui sont organisées dans notre pays, d'un code électoral qui a été élaboré pour favoriser la victoire d'une personne et pas pour favoriser les élections transparentes dans notre pays. Donc je pense que la tripartite n'a été que la tripartite et les petits arrangements qui ont été faits, que le président Sambaka nous a cités là, c'était des arrangements de façade. Parce que vous allez voir que, par exemple sur la Constitution, il y avait une commission constitutionnelle qui devait être présidée par le professeur Joseph Owona. Qui était présidée par le professeur Joseph Owona. Les anglophones étaient représentés par le docteur Simon Monzo. Le docteur Carlson Anyangwe et autres. Quand ces anglophones se sont présentés à la conférence constitutionnelle,
ils ont produit un document dans lequel ils souhaitaient le retour au fédéralisme comme mode de gestion pour favoriser la bonne gestion, le bon développement du pays. Juste parce qu'ils avaient évoqué le sujet du fédéralisme, ces anglophones ont été exclus de cette conférence. Ils ont déposé, écoutez, ils ont déposé ce que les anglophones appellent Minority Report. Et quand Simon Mouzou, Gasson Agnaou et autres ont déposé le Minority Report, on a immédiatement convoqué la All Anglophone Conference qui a siégé à Buea en 1993, la All Anglophone Conference qui a siégé en 1994 à Bamenda. John Gu Foncha et Salomon Tanden Mouna étaient en vie. On leur a posé la question. Vous qui avez amené les anglophones chez les francophones dans la réunification, qu'est-ce que vous avez rapporté en termes de développement dans la zone anglophone? Vous qui nous avez amenés au mariage avec les francophones, qu'est-ce que nous avons gagné? Ces deux leaders politiques se sont mis à genoux pour demander pardon au peuple anglophone en reconnaissant n'avoir rien apporté. Et d'ailleurs, John Gu Foncha, en juin 1990, avait démissionné comme vice-président du RDPC. Relisez la lettre de John Gu Foncha par laquelle il démissionne en tant que vice-président du RDPC, en tant que grand chancelier des ordres nationaux. Il a été remplacé par Peter Mafanu Moussonga après. Mais relisez sa lettre, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la marginalisation du peuple anglophone? C'est cette exclusion des anglophones de la conférence constitutionnelle qui a cheminé jusqu'à la guerre civile que nous avons aujourd'hui. Parce que les anglophones ont continué à être marginalisés jusqu'à ce qu'ils prennent les armes. Et on ne peut pas dire que la conférence tripartite a été un succès, non? Alors vous évoquez la ruse politique qui avait été utilisée dans les années 90 pour flouer l'opposition. Jacques Bimaille, il y a une suspicion qui émerge au sein de la classe politique concernant l'organisation de ce grand dialogue national au regard de l'application à plusieurs vitesses des résolutions qui avaient été formulées durant la tripartite en 1991. Comment éviter la ruse politique pour que tout le monde soit d'accord au regard des enjeux nationaux importants pour le Cameroun? D'abord, Cédric, je suis un peu embêté par ce débat. Nous avons un grand dialogue qui arrive. Les Camerounais qui nous regardent attendent de nous des idées pour que ce pays puisse avancer. Je sais que sans histoire, on ne peut pas construire un pays. C'est pour cela, nous savons ce qui s'est passé en janvier 1960, nous savons ce qui s'est passé en 61, qui a eu la conférence de Fumban, la réunification, on sait ce qui s'est passé en 1972, je cite les grandes dates, on sait ce qui s'est passé en 1966 avec le parti unique, on est arrivé à la tripartite. Je crois que, et aujourd'hui nous sommes devant un pays où il y a deux régions qui sont en guerre, je dirais même trois à part Boko Haram, mais deux régions entre frères. Nous sommes en train de nous tirer dessus. De l'autre côté, la corruption a gangréné notre société. Moi, je suis venu ici pour dire, c'est un problème camerounais. Certes, c'est nos frères anglophones qui sont au front. Ils ont un problème de la gouvernance locale, qui aujourd'hui, moi aussi, je pense qu'il est le mien, en tant que Camerounais. Je souhaiterais qu'on apprenne des erreurs de passé, même de la tripartite. On doit mettre la tripartite sur la table et tirer des leçons aussi de la tripartite pour fixer le cap de l'avenir. Voilà comment on doit faire le management. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, quand je dis qu'il y a un problème avec 25 millions de Camerounais, il y a la gouvernance au niveau de l'État. L'État ne peut plus régler les problèmes des Camerounais. Il faut la régionalisation et une politique communale forte. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle local governance. Moi, je vais aller là-bas maintenant. Ce que je souhaite dans mon pays, en tant qu'expert, là maintenant c'est un expert qui parle. L'État du Cameroun doit cesser d'être juge et parti. Et comment cela doit se passer? Laissez-moi, je suis en train d'expliquer. Laissez-moi expliquer. Vous voyez, vous êtes en train de me couper. Je dis que c'est un expert. Quand un expert parle, écoutez-le. C'est dans notre pays où on pense que chacun peut parler. Là maintenant, c'est un domaine qui me concerne. Aménagiste, j'ai fait la décentralisation sur le Cameroun. Oui.
Je suis en train d'apporter ma contribution. Expliquez le mécanisme. Je suis donc en train de dire ceci, que nous avons aujourd'hui le pouvoir au niveau de la nation doit être partagé entre l'État, les régions et les communes. On appelle ça la gouvernance locale. C'est pour ça que nos frères anglophones, il faut les écouter. J'ai l'avantage parce que j'ai fait l'Allemagne fédérale. Je comprends mieux ce qu'ils pensent. Il faut que désormais, dans notre loi fondamentale, les pouvoirs des régions et des communes soient ancrés dans la loi fondamentale. Et qu'on nous dise exactement leurs ressources financières, d'où ça vient. Ça veut dire que l'État doit désormais apprendre à ne pas se mêler dans la gestion des régions et des communes. Et l'État du Cameroun doit assurer le contrôle, la régulation. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si les régions du Cameroun doivent être autonomes, les délégations régionales des ministères ne doivent plus exister. Clair. Les délégations des ministères doivent devenir les délégations des régions. Ce sont ces délégations, les délégués qui sont là aujourd'hui, ça sera comme des ministres de la région qui vont agir au niveau de leur département, dont l'État sera en haut. L'État passe global, donne des orientations que maintenant la religion aussi va donc maintenant appliquer. Ça veut dire que quoi? En principe, même comme dans un pays comme l'Allemagne fédérale, l'État central ne doit pas avoir des structures d'exécution parce que ça conduit à la corruption. Il faut mettre le garde-fou parce qu'il faut penser aujourd'hui. Nous avons beaucoup de Camerounais de gros cadres, des ministres, de premiers ministres qui sont en prison parce qu'il faut mettre des garde-fous parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Et puis de l'autre côté, quand on va donc régler le problème des pouvoirs des régions et le pouvoir des communes, on va décider sur les moyens financiers. Je dis maintenant les moyens. Quels sont les impôts qui reviennent aux régions? Quels sont les impôts qui reviennent aux communes? Quels sont les impôts qui reviennent à l'État? Qui est chargé de ce qu'on appelle de faire la péréquation. C'est-à-dire, il n'y aura pas une région qui sera faible. Parce que l'État qui sera là pour recruter le grand nombre des impôts, comme les impôts sur les salaires, comme par exemple la gestion des grandes structures comme le port par exemple, qui va gérer par exemple, s'il y a le sous-sol, nous avons le pétrole, on peut savoir que la région peut avoir 20% parce que c'est par exemple le sud-ouest, le reste c'est l'État central qui gère. Mais l'État central va assurer ce qu'on appelle la péréquation. Pour faire cette péréquation, et même le problème de l'élection qu'on va revenir, je vais maintenant dire ceci. Parce qu'il faut que le pays, en 60, on n'avait pas des experts, aujourd'hui on en a. Il faut qu'au niveau de chaque commune au Cameroun, il y ait un bureau de statistiques. La première donnée statistique dans une commune, ce sont les données démographiques. Nous sommes combien? C'est les maires, les 360 maires qui doivent nous dire combien nous sommes. Et à partir de là maintenant, nous savons au niveau de l'État, l'État sait combien nous sommes. C'est en fonction de ce nombre de populations et des besoins de chaque commune et des ressources de la commune que l'État sait exactement ce qu'il faut apporter en plus pour que le développement doit se faire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les délégués du gouvernement ne doivent plus exister parce que c'est la gouvernance locale, donc les maires doivent être élus. Ça veut dire que les secrétaires généraux au niveau des communes et les receveurs municipaux doivent disparaître. Il faut donc une bonne organisation. Excusez-moi, je viens de l'Allemagne, je suis quand même du parti au pouvoir. En tant qu'expert, je dois m'exprimer. Jean Bimaï, est-ce que les lois... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous en prie, une minute. Vous allez pouvoir terminer, c'est dans le sens de votre développement. Est-ce que les lois actuelles de la décentralisation permettent de pouvoir suivre ce schéma? Non, laissez-moi continuer. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, au niveau de la commune, il faudrait donc qu'on ait une loi qui exige désormais, qui demande à chaque Camerounais, c'est un devoir. Là où on habite, on doit se faire déclarer à la commune. Au niveau même des élections, et les camps qui courent partout pour faire inscrire les gens, c'est à partir de ces données de la commune qu'on établit les listes électorales. C'est comme ça que ça se passe. Dans un pays comme l'Allemagne, on n'a même pas besoin d'un organe pour organiser les élections. Tout se passe au niveau des communes. Maintenant, vous venez de me dire ceci. Le dialogue est là pour qu'on puisse avoir des idées. Et je suis dans le cadre de... Moi, je préfère, au lieu de parler de la décentralisation, ça gêne les anglophones, je parle de la gouvernance locale. Dans le cadre de cette gouvernance locale, il faut donc
pour qu'on soit sûr aussi que tout va se passer comme on va décider. Qu'on dise que après le dialogue, il faudrait que le chef de l'État, moi je propose, là c'est un expert qui parle, ce n'est plus un RDPC, consulte le pays par référendum pour faire adopter ces amendements qu'on va apporter au niveau de la Constitution et faire passer les lois, comme je vous dis là aujourd'hui par exemple, qu'il est grand temps. Si vous demandez aujourd'hui à un maire, oui tu gères la population d'une mairie, vous êtes combien? Qui fait quoi? Qui travaille? Qui est-ce qui ne travaille pas? Aucun maire ne pourra te dire. Excusez-moi, dans ces conditions, un pays ne peut pas avancer. Aujourd'hui, le pays a des enfants qui ont étudié et qui ont de l'expertise. Tout ce qu'on demande. Je parle sur le problème de la gouvernance. Je vais parler sur d'autres sujets. Tout à l'heure, on en parlera. Pourquoi votre analyse a été bien comprise. J'aimerais maintenant, Edmond Kambia, sur la phase des propositions, des sujets, de questions d'intérêt national, au moment où la crise anglophone s'accentue et contraint et pousse le président de la République à convoquer ce dialogue national. Vous avez suivi l'évocation d'un système de gouvernance qui pourrait permettre aux populations elles-mêmes de s'approprier la gouvernance sur le plan local, mais au sein des régions anglophones, même le cardinal Christian Toumi l'a fait savoir, il y a un sentiment de vouloir aller vers la fédération et certaines voix sécessionnistes qui s'expriment également dans les régions anglophones. Comment contrecarrer ces velléités sécessionnistes au moment où il y a ce climat de suspicion au sein de la classe politique? Vous faites bien de dire, M. Noufele, qu'il y a un climat de suspicion au sein de la classe politique en 91 comme en ce moment. Et c'est très grave qu'il y ait cette crise de confiance au sein des partenaires politiques de l'opposition, d'une part, entre l'opposition et le pouvoir, d'autre part. Avant de répondre sur le fond de la question que vous avez posée, je vais revenir sur certaines choses qui ont été dites concernant la tripartite. Et j'ai le devoir de restituer les faits et la vérité. Beaucoup de choses qui ont été dites par le président Sambaka sont vraies, sont exactes par rapport à la tripartite. Il y a eu beaucoup d'acquis à la tripartite. Et j'ai eu l'occasion sur ce plateau de le dire souvent. M. Sambaka a dit qu'il y a eu le moratoire fiscal pour les commerçants et pour tous les autres contribuables du fait des opérations Villemort. Oui, c'est exact. Ça faisait d'ailleurs partie des préalables. Il a également dit qu'on a libéré des prisonniers politiques. Oui, on a libéré toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes arrêtées dans le cadre des actions des opérations Villemort. Ça faisait partie également des préalables. Je voudrais ajouter à ce qu'il a dit qu'il y a eu la levée de l'interdiction qui pesait sur les réunions et les manifestations des partis politiques. Je voulais ajouter également qu'il y a eu la levée de la suspension qui pesait sur certains journaux. La plupart de ces journaux sont encore quotidiens. Le Messager, la Nouvelle Expression, il y avait La Vision, il y avait d'autres journaux qui n'existent plus aujourd'hui. Et ça a été obtenu par l'opposition qui était présente du début jusqu'à la fin à la tripartite. Je voudrais dire également qu'il y a eu d'autres acquis de la tripartite, en dehors de celles qu'on connaît déjà, parce qu'on ne cite que 3 de plus en plus comme acquis de la tripartite. On parle de l'article 66, qui n'a pas été appliqué, on parle de la décentralisation, qui était un consensus entre les extrêmes, parce qu'il y avait les centralistes, ceux qui estimaient qu'il faut maintenir le statu quo, c'est-à-dire un système unitaire centralisé, et ceux qui estimaient qu'il fallait le fédéralisme. Il y avait également un camp qui estimait que c'était la régionalisation. Mais la décentralisation qui a été choisie était un compromis politique qui malheureusement, 26 ans après, n'a pas été véritablement appliqué. On cite aussi, et il faut le dire, d'autres acquis de la tripartite qui n'ont pas été implémentés. Je voudrais dire ici, et c'est très important, pour ajouter aux autres choses qui ont été dites par M. Sambaka, il y a eu beaucoup d'acquis. Beaucoup. Je dis beaucoup d'acquis. Quand il dit 80%, je dis je confirme, c'est vrai. On ne peut pas dire que la tripartite a échoué. Il y a, certes, des propositions, des contributions, des résolutions qui ont été formulées et dont l'application a été difficile ou n'ont pas été appliquées. Mais la plupart de ce qui a été demandé a été appliqué. Je vais citer, puisque sur le contenu des débats, c'était sur le code électoral et le code médiatique. Par rapport au code médiatique, je vais vous dire ici qu'il y a eu le 23 janvier 1992, la naissance du Conseil national de la communication. Et le 13 février 1992, un décret qui fixe les modalités d'accès des partis politiques dans les médias audiovisuels de service public, notamment les médias d'État. Ça n'existait pas avant. Même si
l'application sur le terrain à la CRTV comme dans Cameroun Tribune, on voit encore cette tendance à banaliser ou à marginaliser les partis politiques dans l'expression des partis politiques. Mais ça a été un acquis de la tripartite d'officialiser la présence des partis politiques de l'opposition dans les médias de services publics audiovisuels et notamment les médias d'État. Maintenant, sur le rôle qu'a joué le président de l'UDC, et c'était effectivement le chef de file politique et technique pendant les rencontres de la tripartite. Je voudrais dire ici, et parce qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Oui, avançons. On va avancer. Ce que je dis, c'est par rapport à l'histoire. C'est par rapport à l'histoire. Ce que je dis, c'est par rapport à l'histoire. Beaucoup de choses ont été faites. Même l'inscription à l'ordre du jour, ce qui n'était pas prévu de là. Des réformes constitutionnelles est un acquis fondamental de la tripartite. Parce que si ça n'avait pas été fixé comme un débat qui a permis la création d'un comité technique, une commission technique, et tout ce qu'on a vu par la suite, la naissance d'une nouvelle constitution, qui, il faut le dire, dans la dernière mouture qui est sortie, qui a été adoptée en décembre 1995, et que le chef de l'État a promulgué le 18 janvier 1996, ce n'était pas exactement la mouture que l'opposition avait proposée. Mais la plupart de ce que l'opposition avait demandé avait été obtenu dans cette constitution. Malheureusement, certaines dispositions ne sont pas appliquées. Maintenant, sur la question de fond que vous posez, concernant la gouvernance locale, concernant le débat, visiblement sur la forme de l'État. Je dis bien visiblement sur la forme de l'État, parce que est-ce qu'on va rester une république qui a pour forme majeure la décentralisation qu'on n'applique pas? Est-ce qu'il faut passer au fédéralisme? Je voudrais dire sur ce point que le fédéralisme est la forme achevée de la décentralisation. Il dit le fédéralisme est la forme achevée de la décentralisation. Que j'ai présentée. Je l'ai écouté. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai écouté. Non, il y a convergence. Il y a convergence. Mais il faudrait que, à l'ouverture du dialogue national, que la forme de l'État, comme l'ont proposé beaucoup de formations politiques et même des acteurs de la société civile, que la question soit débattue. Et il me semble que le chef de l'État n'a pas fermé la porte. Il a proposé la décentralisation parmi les autres thèmes. Mais il n'a pas fermé la porte à la possibilité d'inscrire la question du fédéralisme sur la table. Et il est important, et il est bon que les partis politiques aillent à ce débat, puissent poser, c'est-à-dire sur toutes les questions qui fâchent, qui n'ont peut-être pas été abordées. Je pense également au code électoral, qui n'a pas été cité par le chef de l'État, mais qui avait été prévu lors de la tripartite, sur lequel on n'a pas fait le point. C'est l'occasion de revenir sur cette question et d'en faire un véritable débat. Et ça fait partie des questions que le MRC souhaite qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour de ce grand dialogue national. Avec vous, Maître Roland Diouf, sur la question anglophone et la forme de l'État, deux sujets importants au regard de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui secouent la République du Cameroun. Quelle est votre analyse à ce sujet ? Alors, à la suite de tout ce que j'ai entendu ici, je crois que finalement, on ne veut pas simplement reconnaître qu'on est tous convergents. Parce que si j'écoute M. Bimaï, il vient de faire un réquisitoire du haut de son expertise. Mais la vraie question, c'est, maintenant qu'il a fini de faire son réquisitoire, comment est-ce que ce Cameroun qu'il voit va se réaliser demain, si on ne s'entend pas précisément, pour que l'ordre du jour du débat à venir prenne en compte la forme de l'État. Parce que M. Bimaï vient de nous expliquer, selon lui, quelle serait... C'est toujours la décentralisation. Hein? S'il vous plaît, M. Bimaï, ouais. C'est vous qui le dites d'ailleurs, parce que l'exemple que vous avez pris pour illustrer votre forme de décentralisation se trouve être l'Allemagne fédérale. Donc, on ne va pas non. C'est vous qui permettez. Jacques Bimaï, la régionalisation et la fédération. Jacques Bimaï, je vous en prie, permettez à Roland Diouf de parler. Il vous a suivi. Laissez-le parler. Il vous a suivi. Je dois quand même rectifier. Il se trompe là. Laissez-le. Ce n'est pas une fédération. Une fédération, vous avez des États fédérés, vous permettez des parlements et des gouvernements. Permettez qu'il puisse parler et donner son point de vue sur ce que vous avez dit. Oui, mais il peut quand même se tromper. Qu'il aille jusqu'au bout, ensuite vous allez réagir. Je peux me tromper effectivement, monsieur. Voilà, Maître Roland, vous avez la parole. Et vous aussi. Vous m'écoutez, je vous en prie. J'indiquais simplement tout à l'heure que ce qui a été exposé, d'ailleurs, si vous voulez prendre l'exemple allemand, je pourrais prendre l'exemple sud-africain, je pourrais prendre l'exemple espagnol, mais nous parlons à chaque fois, chacun de nous,
d'une forme particulière de l'État. Et je dois également convoquer le fait que quand on parle de la forme de l'État, c'est d'abord un débat juridique. C'est un débat constitutionnel. Au-delà de l'expérience pratique dont vous vous prévalez et que je ne conteste certainement pas, vous avez de l'expérience en la matière, j'aimerais vous signaler qu'il s'agit aussi d'un débat juridique. Je ne revendique pas une expertise particulière, mais je le dis pour que cela soit su. Donc, si on ne se met pas d'accord sur les préalables, comment fait-on pour être sûr que vous allez avoir l'occasion, vous, M. Bimaï, d'exposer ce que vous avez exposé là lors du grand débat national? Ça, c'est d'un. De deux, moi, je ne fais pas le débat sur est-ce que la tripartite était une réussite ou un échec. Le débat n'est pas là. Je crois qu'on n'est pas là pour se gargariser ou se fâcher de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait dans le passé. On a une question précisément qui nous concerne. C'est une question grave, c'est une question nationale. Si on est un peu au-dessous de nos égos, disons-nous quand même que peut-être qu'on a fait de bonnes choses par le passé, mais qu'on ne va pas forcément s'arc-bouter sur les bonnes choses qu'on aurait fait dans le passé dans le cadre de la tripartite pour plomber le débat à venir. Et donc, écoutons aussi les autres. Nous avons demandé qu'il y ait la mise sur pied d'une commission préparatoire du dialogue. C'est ce qui est inscrit dans notre mémorandum. Cette commission préparatoire a quel objectif? S'entendre sur un projet d'ordre du jour. S'entendre sur les dates et les calendriers. M. Bimaï nous indique que ce sera 4 jours. Qui a décidé de ça? M. Biya, dans sa magnanimité. Qui vous dit que 4 jours seront suffisants? Lui seul. Il faut qu'on s'entende sur les dates. Il faut qu'on s'entende sur l'ordre du jour. Qui dirige le grand débat national? Le même M. Biya a encore décidé que ce sera M. Diongouté. Qui est d'accord avec ça? Il faut qu'on en débatte. Qu'on sache quel sera le bureau du grand débat national. Quelles seront les modalités de prise de décision? Vous parlez de faire voter cela par l'Assemblée nationale ou bien, enfin, convoquer un référendum. Il faut que cela se sache dès le départ. Quels seront les mécanismes de mise en œuvre? C'est cela la phase préparatoire. Et j'ajoute donc aux 3 phases que M. Sambaka, que le président Sambaka a indiqué tout à l'heure, une 4e phase. C'est bien la phase préparatoire. Si on ne se met pas d'accord sur la phase préparatoire, qu'est-ce qu'on va faire dans une phase qui va venir? On parlera de quoi? Et donc, entre autres questions, et là, je prends au mot M. Biya lui-même, si la question prioritaire, c'est la crise anglophone, comment peut-on régler la crise anglophone en faisant un débat où à l'ordre du jour, il n'est pas question de la forme de l'État? Comment peut-on faire un dialogue alors qu'à l'ordre du jour, on ne discute pas des libertés fondamentales? Parce que je veux faire le rapprochement. Certains sont en prison. Pourquoi? Pour s'être exprimés sur la forme de l'État, précisément. Les anglophones, certains sont taxés de sécessionnistes, alors qu'ils ont posé le problème de la fédération au moment où certains camarades de M. Bimaï disaient qu'on ne discute pas de fédération, de fédéralisme, qu'on ne parle pas de ça, que ces médias qui donnent la parole à ceux qui parleront de fédéralisme seront fermés, etc., etc. Comment peut-on adresser la question anglophone sans discuter des libertés fondamentales, de la liberté d'expression? Parce que pour dialoguer, il faut s'exprimer. Si on ne discute pas de comment on s'exprime au Cameroun, est-ce que pour aller à un dialogue, on aura une épée de Damoclès sur sa tête? Parce que pour avoir dit ou ne pas dit, on peut se retrouver en prison. Comment on fait pour ne pas discuter de ça dans un grand dialogue national? Comment on fait pour ne pas parler des libertés fondamentales? Comment on fait pour ne pas parler de l'indépendance de la justice? Vous parlez de la fortune publique. Comment on fait pour que dans le futur grand dialogue national, on ne discute pas de comment on s'assure que la fortune publique sera effectivement préservée? Comment on fait quand on invite la diaspora pour ne pas parler dans le futur grand dialogue de la question de la diaspora, de la double nationalité, etc. De toutes les façons, le mémorandum que nous avons déposé comporte ces points-là. Nous avons fait une proposition d'ordre du jour. Pour ceux qui pensent que nous sommes des va-t-en-guerre, non, nous avons fait des propositions effectivement. Nous avons dit que pour ce dialogue-là, les points qui devraient, humblement à notre point de vue, figurer parmi les points à l'ordre du jour de ce dialogue-là, c'est la forme de l'État, c'est la réforme du système électoral, c'est la discussion sur les libertés fondamentales, les droits humains, les garanties de l'indépendance de la justice, la protection de la fortune publique, le statut de la diaspora et la double nationalité. Mais aussi, vous ne pouvez pas aller dans un dialogue sans les garanties que les résolutions seront appliquées. C'est pour ça que nous rejoignons, par exemple, ce que Maître Tsapi a dit tout à l'heure. Le président Sambaka. Arrêtez de m'interrompre, s'il vous plaît. Je vous en prie, permettez. C'est pour ça que nous nous associons quand nous parlons de
la présidence de ce dialogue devrait se faire par une personnalité neutre, au besoin par les pays amis ou même les organisations amies ou internationales, comme l'Union africaine. On a vu cela ailleurs. On a vu avec quel succès ça a réussi ailleurs, etc., etc. Donc, pour nous, faisons ce débat de manière sérieuse. Ne faisons pas comme le gouvernement tente de le faire du MRC et alliés sans le MRC et alliés. Après les déclarations d'intention, les déclarations de volonté, on veut voir des actes concrets. Et je terminerai peut-être en évoquant un point que vous avez soulevé tout à l'heure. Vous parliez de confiance. Et M. Bimaï vous disait que le simple fait que quelqu'un soit président de la République suffit pour avoir confiance. Je dis, vous savez, le seul critère de vérité, et là je cite Deng Xiaoping, c'est la pratique. Vous n'avez pas besoin d'écouter les gens. Regardez ce qu'ils font et vous saurez s'ils sont sincères ou pas. Quand vous avez un pays dans lequel les gens disent des choses et font exactement le contraire, vous ne pouvez pas leur faire confiance, même si vous avez envie de leur faire confiance. Et dans ce pays, il y a eu beaucoup d'actes qui montrent qu'il est difficile de faire confiance à ce régime dans lequel vous faites partie, M. Bimaï. Même si je dois reconnaître que vous êtes un électron plutôt libre, vu votre honnêteté intellectuelle et votre liberté de ton. Mais on ne peut pas être naïf au point de croire à tout ce que ce régime nous dit. Vous avez un dialogue qui est fait sous la magnanimité. On vous parle de cesser le feu. Et vous dites, nous on ne négocie pas de cesser le feu, on demande aux gens de déposer les armes. Vous voyez le rapport qui est présenté. Vous dites aux gens, moi je ne discute pas avec vous. Je vous demande de venir vous agenouiller pour vous demander pardon. Vous ne faites pas le dialogue dans ces conditions-là. Quand on négocie le cessez-le-feu, ça veut dire qu'on prend la peine de se mettre au niveau de l'interlocuteur pour négocier des choses. Mais si on ne veut pas négocier des choses, justement, on est dans la logique de la magnanimité. Si on libère les prisonniers politiques, c'est la magnanimité. Si on demande aux gens de déposer les armes et qu'on leur trouve des formules après pour les réinsérer, c'est toujours la magnanimité. Donc on est dans un débat de magnanimité. C'est aussi pour ça que le dialogue n'en est pas un tel qu'il est annoncé, parce que finalement, on vous écoute et on écoutera qui est-ce qu'on veut. On verra bien ce qu'on prendra. C'est toujours le paradigme de la magnanimité. Et enfin, si on veut régler la question anglophone, le minimum des préalables, c'est que cette question-là fasse l'objet d'un débat préalable. Le modèle de la General Anglophone Conference du cardinal Toumi était une panacée de mon point de vue. On aurait réglé, même d'ailleurs maintenant, les consultations de M. Diongouté auraient pu réserver une partie préalable à consulter les acteurs de la crise anglophone avant de consulter par la suite les acteurs de manière générale, globale, pour que la dimension nationale du débat ait un sens. Et dans ces consultations-là, on voit qu'on veut noyer. Tout à fait. Et dans ces consultations, le cardinal Christian Toumi a remis un document de près de 400 pages des réactions des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest, leur aspiration profonde pour un nouveau système de gouvernance. Et il y a également les chefs traditionnels du département du FACO qui ont rédigé leurs doléances, parmi lesquelles ils souhaitent une fédération à 10 États au Cameroun et demandent même des amendements constitutionnels pour une rotation à la tête de la présidence de la République, Cyril Sambaka, lorsque vous suivez des chefs traditionnels du FACO dans la région du sud-ouest qui demandent un État fédéral avec 10 États fédérés, qui demandent des amendements constitutionnels pour une rotation à la tête de la présidence de la République. Comment vous pouvez percevoir là le sentiment des populations des régions du nord et du sud-ouest pour aller vers un système fédéral? Je dis donc, ce que je retiens d'abord, c'est que ces gens ne veulent pas que le Cameroun soit divisé. Ça, c'est la première chose que je retiens. La deuxième chose, c'est que les partis politiques bavardent beaucoup. Les partis politiques bavardent beaucoup. Ils n'ont jamais su expliquer aux populations que ce qui est important, ce n'est pas le titre, c'est le contenu. Qu'est-ce que les populations veulent? C'est la gestion locale. Alors, quand j'entends M. Bimaï parler, nous sommes en phase. Mais le RDPC refuse d'appliquer cela.
Tout à fait. Et je suis en phase avec Maître. Le problème donc du dialogue, c'est cela. C'est de mettre ça sur la table. Parce que je vais vous dire, je reviens encore sur la tripartite pour vous dire que là-bas déjà on avait su que le problème c'est la gestion locale. C'est pour ça qu'on a trouvé une combinaison. Parce que revenir à 2 États fédérés nous ramenait vers les frustrations. Parce que si les gens demandent de rentrer au fédéralisme, c'est un peu parce qu'ils se sentaient mieux quand ils étaient dans leur fédéralisme. Mais il faut savoir que le fédéralisme a 2 États, allons-y. Mais donnons-nous rendez-vous 5 ans après. Vous allez voir la zone anglophone développer et la zone francophone rester sur place. Parce que eux, ils vont pratiquer le fédéralisme décentralisé et nous, on va pratiquer le fédéralisme centralisé. Parce que le gouvernement, le parlement et tout ça là francophone, on va continuer avec notre jacobinisme. Alors, s'ils ont été magnanimes de dire que partageons notre expérience, on ne doit pas prendre ça à la légère. Parce que contrairement à ce qu'on dit, c'est le contenu qui est important. Nous pouvons avoir un fédéralisme à la camerounaise, le nouveau fédéralisme, qui tient compte de nos us et coutumes, de notre identité propre que nous voulons implémenter. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de rendre les populations vertueuses et heureuses. Leur permettre de participer de manière responsable à la gestion de la chose locale. Nous aurons demain 360 maisons de la culture, parce qu'elles découleront de la commune. Cela veut dire, en d'autres termes, qu'il faut mettre le doigt là où il faut. Le problème, c'est l'égoïsme. Le pouvoir central confisque plus de 95% du budget de l'État. Ce n'est pas normal. Nous avons 360 communes. Comment on fait? En France, on est déjà à 70% pour les territoires décentralisés, 30% Pour l'État central. pour l'État. En France ou au Cameroun, on peut avoir demain un gouvernement avec 15 ministres, 20 ministres, parce que la décentralisation est effective. Mais aujourd'hui, on continue à avoir 60-70 ministres et ça ne résout pas le problème. Alors, Avec où est-ce le ministre de la qu'on peut décentralisation. discuter de ce genre de choses et arrêter des résolutions? Moi, quand je parle de la tripartite, c'est pas pour rien. C'est parce que ce dialogue nous demande de réfléchir, pas sur les discussions, les mécanismes, on les connaît, mais comment les implémenter. C'est là où se trouve le problème. Mais si vous ne revisitez pas la tripartite et ses acquis, vous allez recommencer tout à zéro. Si vous revisitez la tripartite, vous saurez que dans le bureau général de cette réunion, on est obligé de mettre quelqu'un de l'opposition, quelqu'un de la société civile. Dans les différentes commissions, les trois entités doivent être représentées. Donc préparons-nous à cela. C'est ce qui est le plus important pour moi. Et je pense que si nous revisitons la tripartite, nous saurons où est-ce qu'il faut mettre l'accent, ce qu'il ne faut pas mettre de côté parce qu'il faut implémenter et le peuple nous attend. Le contexte actuel est plus favorable pour trouver un consensus que celui d'hier. Parce que le chef de l'État, dans son discours, il n'a pas été aussi sévère qu'à cette époque. Sur la question anglophone, Maître Lavoisier de Sapi, il y a des chefs traditionnels du département du Fako favorables à un système fédéral à 10 États. Ils vont même plus loin en demandant des amendements constitutionnels pour qu'il y ait une rotation à la tête de la présidence de la République. Au regard des positions du SDF sur le système fédéral, comment appréciez-vous cette sortie des chefs traditionnels du département du Fako dans la région du Sud-Ouest? Nous pensons que cette proposition peut amener des solutions pacifiques et durables dans la résolution de la crise anglophone. Il vous souvient que le schéma politique qui est appliqué au Nigeria actuellement, quand le président de la République est du Sud, le vice-président est obligatoirement du Nord, il est musulman. Quand le président de la République est musulman, le vice-président est obligatoirement du Sud. Alors, cette technique a permis au Nigeria d'asseoir une vraie démocratie durable où les élections sont transparentes et où son développement s'accélère. Je pense que le problème anglophone peut aussi être résolu de cette manière-là, à savoir que
jusqu'en 1972, nous avions 2 États au Cameroun. L'État de la Southern Cameroun et l'État de la République du Cameroun. Chaque État avait ses institutions propres, son gouvernement, son assemblée, etc., ses institutions, et fonctionnait harmonieusement. Jusqu'à ce que le référendum du 20 mai 1972 vienne effacer la République fédérale, dissoudre toutes les institutions de la République de la Southern Cameroun et les noyer dans la République du Cameroun. Et on a vu ce que cela a fait, à savoir la marginalisation et la brimade des populations anglophones qui a abouti à la prise des armes, ce que nous regrettons aujourd'hui. Alors je pense que si on revient à ce schéma fédéral de 1972, à savoir que nous reconnaissons qu'il y a un État, l'État de la Southern Cameroun, qui est venu rejoindre l'État de la République du Cameroun. On peut bien concevoir un schéma où un président francophone fait 8 ans, un mandat de 4 ans multiplié par 2, et un anglophone revient président de la République, il fait ses 8 ans, il part, un francophone revient. C'est ce que les chefs traditionnels anglophones de FACOT proposent, et je pense que ce serait une solution pour les anglophones. Et par la suite, la fédération, le SIF, depuis 1992, a toujours proposé à ce que nous puissions instituer un État fédéral au Cameroun. Nous avons d'ailleurs fait la proposition, cela ressort de la Constitution que le SIF a proposée. Nous avons proposé une fédération à 4 États, plus la capitale fédérale qui est Yaoundé. Et nous avons même proposé que, vu l'étouffement de Yaoundé, que la capitale fédérale soit déportée vers Bafia, où il n'y a plus de terrain, où on peut construire une nouvelle capitale pour que la circulation soit plus fluide et tout ça. Donc, je pense que les chefs traditionnels anglophones sont en train d'apporter leur expertise pour que nous puissions accélérer le développement du Cameroun. Il vous souvient que quand vous regardez en Afrique, les pays qui ont été colonisés par l'Angleterre sont de loin plus développés que les pays qui ont été colonisés par la France. Et cela participe de cette forme de gestion que le président Bimaï vient de développer, c'est-à-dire la local government. L'indirect rule. Le indirect rule institué par les Anglais. Le community development. C'est quelque chose de très cher aux anglophones qui barre la voie à la corruption, au détournement de fonds. Et ça permet à ce que les peuples se prennent eux-mêmes en charge et le développement est plus accéléré. Donc je pense que ces propositions-là, nous ne savons pas si elles vont être bien accueillies parce que le Premier ministre est anglophone, il est du Sud-Ouest. Et je vous rappelle que quand vous partez de Kumba, pour le village du Premier ministre, vous voyez les véhicules, les petits véhicules 4x4 qu'on a surmontés avec des amortisseurs, qu'on a surmontés, ça devient comme si c'était les pick-up. Oh oui. Et on met les chaînes sur les roues parce que la route est impraticable en saison de pluie. Chez le Premier ministre actuel, arrivé chez lui, c'est un calvaire. Donc, lui-même est victime de cette malgouvernance. Est-ce que lui qui préside les débats... Et il est chef traditionnel chez lui. Du dialogue national, est-ce qu'il va apporter la solution à ce développement dont il est victime, le mauvais développement? Et je pense que si les chefs de sa région ont apporté une contribution, le Premier ministre aujourd'hui est face à une responsabilité historique. Et je voudrais revenir à la All Anglophone Conference 1 qui a eu lieu à Buea, où le docteur Ndele et Salomon Tademoura, qui était président de l'Assemblée nationale, ont demandé des excuses pour n'avoir rien apporté aux anglophones. À la soirée du 4 octobre 2019, quand ce grand débat national sera clos, qu'est-ce que le Premier ministre John Gouté va dire aux anglophones, lui qui est anglophone? Qu'est-ce que Mme Malova Lyonga, professeur Nalova Lyonga, qui est ministre des enseignements secondaires, qu'est-ce qu'elle va dire aux anglophones? Qu'est-ce que Paul Atangandji va dire aux anglophones? Qu'il a été nommé pour partager les matelas et le riz à sa population? Qu'est-ce que Paul Elonché, secrétaire général adjoint de la présidence, va dire aux anglophones? Qu'est-ce que Fon Angoifor de Mancon, vice-président national du RDPC, qu'est-ce qu'il va dire aux anglophones?
au soir du 4 octobre, qu'est-ce que vous apportez aux anglophones? Allez-vous vous présenter comme des leaders anglophones qui avaient apporté les anglophones chez les francophones et vous les avez trahis à nouveau? Donc je pense que le débat national que le président Paul Biya a convoqué met certaines élites anglophones face à une responsabilité historique. C'est une question que les anglophones appellent « to do or to die ». Est-ce que vous allez trouver des solutions? Le chef de l'État a dit que ce dialogue vise à apporter des solutions durables aux aspirations profondes du peuple anglophone. Les aspirations profondes du peuple anglophone, ces chefs le résument très bien. Ils se sentent à l'aise dans la fédération. Ils se sentent à l'aise de voir qu'un anglophone puisse un jour diriger le Cameroun. Quand Froundi a gagné les élections présidentielles en 1992, on a dit c'est un anglophone. Et on a mis dans la tête des gens que les Français ne peuvent pas accepter qu'un anglophone dirige le Cameroun. Tout comme on est en train de mettre dans la tête des gens que les Français ne peuvent pas accepter qu'un Bamléké dirige le Cameroun. C'est l'affaire Kamto. Parce qu'il est Bamléké. Il faut avoir le courage de le dire. Si Kamto n'était pas Bamléké, le problème ne se serait pas posé de cette manière. On ne va pas tribaliser le débat avec Sapi. Non, je pense préciser que la France a toujours nié son implication dans les élections au Cameroun et oui. Officiellement la Cour suprême avait déclaré le chef de l'État Paul Biya vainqueur je voudrais chuter en 92 lors de cette élection. Je voudrais chuter en disant que oui. Le SDF est prêt à apporter sa contribution à ce dialogue national. Même si nos préalables ne sont pas respectés, même s'il n'y a pas le cessez-le-feu. Mais je m'interroge, comment allons-nous faire pour qu'au soir du 4 octobre, les armes se taisent dans le sud-ouest et le nord-ouest? Le souci du SDF permanent a toujours été que les armes se taisent là-bas. Et vous verrez que le président national du SDF, le chairman, est l'une des rares personnes qui n'a pas fui Bamenda. Malgré les kidnappings, malgré les coups de feu réguliers autour de sa résidence. Il y a également un acteur très important dans le cadre de cette crise anglophone, c'est la diaspora camerounaise qui doit dans les tout prochains jours avoir une visite des missions gouvernementales qui ont été envoyées en vue de recueillir les propositions pour ce dialogue national. Jacques Bimaï, une diaspora camerounaise très active, contre le président de la République du Cameroun lors de ses récents voyages à l'étranger. On a vu des mouvements anti-Biya qui se sont formés. On a vu également une diaspora anglophone camerounaise qui est impliquée dans la crise actuelle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment garantir son implication dans la résolution des crises multiformes qui secouent le Cameroun? Oui, tout à fait. Mais avant de parler de la diaspora, je voudrais dire aux hommes politiques, et ça m'étonne, normalement, dans un pays, les politiques sont là pour régler les problèmes politiques. On a un grand parti comme le SDF qui est dans la zone anglophone. C'est comme si le SDF voulait fuir ses responsabilités. Le chairman a été, moi-même, là, j'ai organisé le premier voyage du chairman en Allemagne. Je n'étais pas anglophone. C'est quelqu'un qui a été adoré. Donc pour moi, quand les politiques parlent, il faut faire attention, maître. Bon, pour la diaspora, vous savez que je suis un ancien de la diaspora. Je souhaiterais, pour couper court, pour aller trop vite, pour savoir que la diaspora est partie intégrante de notre société. Et qu'on gagnerait beaucoup à faire impliquer la diaspora à la construction de ce pays. Je souhaiterais donc vraiment, pour aller direct, je connais les problèmes. Ceux qui veulent avoir la double nationalité, ils n'ont qu'à l'avoir. Ils peuvent rentrer au Cameroun librement, ils peuvent faire les affaires, mais ce qui est sûr, c'est les Camerounais de la diaspora, par exemple, qui sont Camerounais. Il faudrait qu'on les réserve des places, par exemple. Moi, j'avais saisi le chef de l'État, ça, je le dis ici, au niveau du Sénat. D'accord? Les sénateurs des Camerounais de l'étranger. Par exemple, au niveau du Conseil économique et social. Il y a un problème sur le plan économique aujourd'hui. J'ai écrit également à Yaoundé. Quel est ce pays où aujourd'hui, je ne suis pas un enfant. Plus de 70% des prestations intellectuelles, c'est par les autres pays africains comme le Maroc, la Tunisie. Alors que nous avons envoyé au même moment, les enfants s'est formés. Aujourd'hui, je pense que au niveau du code de marché public, il faut qu'il y ait une préférence nationale.
et qu'on puisse permettre aux jeunes Camerounais, aux Camerounais de la diaspora et ceux qui sont ici, de pouvoir constituer des joint ventures pour créer des richesses. Et pour pouvoir le faire, l'État dans la décentralisation doit quitter dans cette affaire de créer les banques, comme la banque de la PME. Moi, je savais que ça allait échouer. Ce que l'État doit faire aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de créer un fonds de garantie nationale pour soutenir les jeunes entrepreneurs qui ont besoin de crédits. Et on demande aux banques de prendre un risque de 10% quand il faut utiliser la garantie de l'État. Ça les oblige à limiter les risques. Écoutez, j'ai toujours dit, on n'invente pas la roue, faisons ce que les autres font. Et 60 ans après l'indépendance, le pays a aujourd'hui des enfants qui peuvent construire ce pays, il faut qu'on nous écoute. Excusez-moi, parfois je lève le ton, parce que par exemple, moi qui suis là, j'ai fait l'aménagement du territoire. Il n'y a pas 5 Camerounais qui l'ont fait. Je suis expert en décentralisation. On ne m'a jamais sollicité pour me demander, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais la diaspora camerounaise se plaint du fait qu'il faut à tout prix intégrer le RDPC avant d'être admis à pouvoir faire des affaires. Je ne suis pas rentré dans le RDPC pour avoir des faveurs. J'ai été convaincu, j'ai compris qu'il faut accompagner le chef de l'État. Ici, le contexte n'est pas facile. Mais aujourd'hui, le pays évolue. Le multipartisme est possible. Il faut que l'élite camerounaise, les intellectuels, puissent apporter leur intelligence pour construire le Cameroun. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, en tant que RDPciste, membre du comité central, j'apporte mes propositions à travers mon expertise. Parce qu'au-dessus de mon parti, il y a la République. C'est pour cela que je dis, il n'y a pas un Camerounais de trop. Et je souhaiterais même que ces Camerounais de la diaspora qui vont venir, si tout est clair, nous créons un fonds de solidarité pour la reconstruction, pour le redressement du Cameroun. Parce que notre pays doit aller vite. Nous avons des problèmes d'infrastructure. Je connais bien les deux régions. J'étais jusqu'à Forawa. Lui connaît. Parfois, pour passer là-bas, il faut passer par le Nigeria. Oui. Je suis donc en train de vous dire que je suis sûr qu'avec l'implication de la diaspora et avec le fonds de la solidarité, comme l'Allemagne a fait pour construire l'Allemagne de l'Est, l'État peut mobiliser des fonds pour faire avancer des choses dans ce pays. Mais pour cela, il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'on parle de la bonne gouvernance et il faut que nous écoutions aussi l'expérience de nos enfants qui sont de l'autre côté. Bien sûr que ceux qui ont la double nationalité, ils ne doivent pas trop s'y mixer dans nos affaires publiques. Parce que c'est quand même inquiétant. Vous savez, quand vous acceptez deuxième nationalité, ça, c'est une liberté. Mais, nous avons vu des cas ici, où certains sont venus poser des actes, on les a touchés, les États-Unis se sont levés, Bon, il faut faire attention. Moi, je dis, il faut donner la chance à tous ces Camerounais de pouvoir rentrer ici sans visa, de pouvoir faire les affaires, ce sont des Camerounais. Ceux qui sont restés Camerounais, qu'on leur donne la chance d'être représentés dans certaines institutions de la République, et qu'on puisse les accorder, par exemple, soit un secrétariat d'État ou bien un ministère délégué, d'accord, délégué aux Camerounais de l'étranger, je suis convaincu que ces gens-là peuvent beaucoup nous apporter. Vous parlez des questions de gouvernance qui renvoient aussi à la refonte du système électoral, qui est une revendication également du MRC. Pourquoi insister autant sur le système électoral dans le cadre de ce grand dialogue national ? Parce que c'est le système électoral qui garantit l'égal accès aux fonctions publiques. M. Bimaï vous a expliqué ce qu'il entend comme modèle de gouvernance locale. C'est assis sur les élections. Alors, si on est dans un pays où les élections sont tout, sauf quelque chose de serein, de crédible, de transparent, de juste et d'équitable, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce serait comme si on faisait des élections en pleine Union soviétique. Vous savez, là-bas, c'était le parti unique et on faisait quand même des élections. Sauf que le résultat n'est connu d'avance. Il est impératif, lorsqu'on parle de la gestion de la chose publique, que justement tous les Camerounais sachent qu'ils peuvent équitablement accéder aux fonctions publiques dès lors que les règles du jeu électoral sont claires, acceptées de tous et connues d'avance. On est dans un pays, par exemple, où le calendrier électoral est la propriété de certaines personnes. Personne ne peut savoir à l'avance quand aura lieu telle ou telle élection. Cela doit changer. Et tout à l'heure, quand j'écoutais M. Bimaï, honnêtement, je dois toujours reconnaître vraiment qu'il y a des personnes au RDPC qui doivent se sentir très très mal à l'aise. Parce que
autant on peut être admiratif de la qualité qu'on peut déployer, autant on peut être sidéré par le fait que tout cela, ça veut dire que c'est comme si ce dialogue n'est même pas possible au RDPC. Parce que tout ce que M. Bimaï vient de nous dire, si c'était possible qu'on l'écoute dans son parti politique, ça se saurait si c'était implémenté sur le terrain. Sauf qu'il faut bien qu'il soit sur votre plateau, M. Noufélé, pour que les Camerounais sachent qu'au RDPC, il y a des gens qui peuvent penser comme ça. C'est ça qui est un problème. Ça pose le problème de la confiance qu'on a évoqué tout à l'heure. Le système électoral est lui aussi tributaire de la dite confiance. La confiance entraîne la justice. Et vous allez me permettre, M. Noufélé, s'il vous plaît, de faire un petit coup de gueule. C'est juste un tout petit coup de gueule. Parce que j'évoque la question de la justice. Voyez-vous, la semaine qui s'achève a laissé observer au Cameroun un mouvement des avocats portant sur la suspension du port de la robe. Quand la résolution du Conseil de l'ordre a été prise, on a vu le gouvernement s'activer, faire des réunions, prendre même des communiqués, ce qui pouvait laisser penser qu'on allait avancer vers une prise en compte des propositions ou des griefs qui ont été formulés dans cette résolution du Conseil de l'ordre. Mais il a suffi que ce mot d'ordre soit maintenu pour qu'à l'épreuve des faits, qu'on voit exactement ce que pensent les magistrats des avocats au Cameroun. Parce qu'on a vu une soudaine célérité, M. Tsapi. On a vu une soudaine rapidité à vouloir juger des affaires en une semaine. C'est-à-dire qu'on est en face de magistrats qui, ils auraient pu être tout à fait indifférents du mot d'ordre de suspension de la robe. On ne leur aurait fait aucun reproche. Ils ne sont pas obligés d'être solidaires du mot d'ordre de suspension de robe des avocats. Ça, c'est l'indifférence. Mais ils n'ont pas été indifférents. Ils ont voulu punir. Punir. Mais la question que je pose, c'est que qui est-ce qu'on a puni finalement? Est-ce qu'on a puni les avocats? Ou est-ce qu'on a puni les citoyens à qui on est supposé rendre justice? C'est-à-dire qu'on a puni les Camerounais pour faire du mal aux avocats. Dans un contexte comme celui-là, pensez-vous vraiment qu'on peut faire confiance à toutes les personnes qui ont déclaré une semaine plus tôt, qui vont prendre en compte les résolutions ou les griefs portés par les avocats? C'est donc ce contexte-là qu'il faut travailler. Et donc, à la question de la forme de l'État, il faut même adresser celle de la nature de l'État, M. Bimaï. Le président Samba l'a dit tout à l'heure, si on va même vers le fédéralisme, même à 2 États, parce que la nature de l'État hérité de la France est un État répressif, les magistrats nous l'ont montré, vous aurez 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, un fédéralisme répressif et centralisateur. D'ailleurs, ce ne serait pas très différent de cette forme de décentralisation centralisée qu'on a aujourd'hui, où quand un président dit qu'il va accélérer le processus, au lieu de convoquer des élections régionales par exemple, il préfère nommer un ministre de la décentralisation. C'est-à-dire qu'il crée une administration centralisée pour accélérer un processus qui aurait été simplement accéléré en mettant en place les institutions décentralisées dont il s'agit. Sur la question de la décentralisation, on a beaucoup d'avis qu'on peut partager sur la question. En ce qui me concerne, par exemple, et là je peux le dire à titre personnel, je pense que le corpus législatif actuellement disponible pour organiser les régions, de mon point de vue, on peut carrément décider d'appliquer cela au niveau des 58 départements et trouver une autre architecture pour les régions. Et je suis d'accord avec le président Sambaka lorsqu'il dit que c'est le contenu qui est important. Au niveau des régions, on devra donc décider des questions qui doivent être réglées au niveau régional. Parce que ce qui est déjà prévu dans la Constitution peut être facilement implémenté au niveau des départements. Pour ne pas faire un double travail, on prend ce qui existe, on l'applique au niveau des 58 départements, c'est-à-dire qu'on élit au niveau de chaque département un conseil général ou un conseil départemental. Et maintenant, au niveau des régions, on décide des questions prioritaires qui ne seront que de la compétence des régions. Et on leur donne à ces régions-là, de ce point de vue-là, les garanties qu'il faut. Elles devront, de mon point de vue, être constitutionnelles en termes d'autonomie. Et cela peut prendre effectivement la forme du fédéralisme. Le contenu, décentralisation poussée. Le contenu étant le plus important. Et c'est bien ce que je dis. Tout à l'heure, quand j'ai pris l'exemple de l'Afrique du Sud, j'aimerais vous indiquer qu'en Afrique du Sud, c'est la constitution sud-africaine qui définit les provinces. Ce n'est pas une loi.
comme dans le cas de la décentralisation camerounaise, c'est bien la constitution. C'est la constitution sud-africaine qui fixe les compétences des provinces, qui fixe même les institutions des provinces, en donnant à chacune des 9 provinces d'Afrique du Sud un premier ministre et un parlement. C'est au niveau de la constitution que cela est réglé. Donc si on s'arrête sur cette analyse-là, on peut dire que l'Afrique du Sud est un État fédéral. Sauf qu'ils n'ont jamais dit dans leur constitution que l'Afrique du Sud était un État fédéral. Mais il fonctionne. Au regard de ces propositions que vous venez de formuler, comment les garantir durant ce grand dialogue national, Sambaka, la question des médiateurs qui préoccupe également l'opposition et la société civile pour se rassurer que les erreurs du passé, que la ruse politique qui avait été utilisée pour fouer les Camerounais ne soit plus de mise durant ce grand dialogue national. Quel médiateur pour ce grand dialogue national? Cyril Sambaka. À quelques jours de dialogue, là, les médiateurs ont déjà travaillé, je suppose. Je suppose que les médiateurs ont déjà travaillé, parce que ce n'est pas une semaine de l'événement. Il peut avoir des facilitateurs, mais pas des médiateurs. Les médiateurs, c'est dépassé, là. Oui. Donc, je pense que la garantie, parlons de garantie, parce que vous avez évoqué la garantie. La garantie, c'est le peuple camerounais. Il faut qu'ils arrêtent de penser que la politique, c'est pour les autres. Ils s'en vont voter un maire, ils tournent le dos, ils rentrent chez eux, ils attendent les prochaines élections. Un citoyen, c'est celui qui vote, qui contrôle, qui sanctionne. Il faut donc l'implication du citoyen. Il faut déjà que les Camerounais sortent de leur situation où, quand ils ont fait leur devoir, ils tournent le dos, ils s'en vont, ils souffrent, 5 ans après, on les rappelle. Non. Pour qu'il y ait une garantie, il faut que le peuple soit impliqué. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde demande, et même à la tripartite, on l'avait demandé, que tout ce qui va se passer là-bas, que ce soit diffusé. Radio, télévision. Tout à fait. Parce que c'est tout le Cameroun qui doit, le cœur de tout le Cameroun qui doit battre à l'unisson pour aller vers la réconciliation. Et nous sommes d'accord avec ça, M. Sambaka. Il faut absolument que cela se fasse comme ça. Tout à fait. Parce que le peuple doit participer. C'est ça la participation du peuple. La participation du peuple, ce n'est pas seulement d'aller envoyer au préfet ou au sous-préfet, je ne sais pas, des lettres qu'on ne lira jamais. Il faut que le peuple participe là. C'est-à-dire en suivant de A à Z ce qui va se passer, ce que va devenir le Cameroun. Ça, c'est important pour qu'on soit en symbiose et que ceux qui gouvernent ne tentent pas de dévoyer. Parce que si le peuple n'est pas au courant, il sera facile de dévoyer. Vous savez que les Camerounais, surtout ceux de l'administration, sont des spécialistes pour transformer les lois, pour les manipuler. Et ça, on ne peut pas ne pas les avoir. Il y a des caciques, il y a des progressistes dans le gouvernement. Dans le RDPC, il y a de bonnes personnes. Ça se voit. Mais il y a aussi de mauvaises personnes. Il y a des gens qui sont capables de désobéir au Premier ministre. Tout à fait. C'est dans le RDPC. Donc quand on le sait, on se prépare en conséquence. L'essentiel, c'est que le peuple soit pris à témoin, parce que c'est au nom du peuple qu'on va négocier pour avoir la paix. Alors, justement, Maître Lavoisier Sapi, en quelques mots, comment garantir que les débats seront menés et que les différentes propositions de l'opposition seront intégrées et les résolutions appliquées au terme de ce grand dialogue national? Et je pense que je vais rejoindre le président Sambaka pour dire que la médiatisation du débat sera un atout pour informer le peuple, pour prendre le peuple camerounais à témoin de ce qui se sera dit, de ce qui se sera décidé, de telle sorte que si par la suite cela n'est pas appliqué, que cela soit su. Et cela est d'autant plus important que j'ai assisté à une scène particulièrement qui m'a marqué beaucoup au tribunal militaire de Yaoundé lorsque je suis allé au procès du professeur Maurice Kamto. Je me suis rendu compte que au niveau du carrefour intendance à Yaoundé, la police avait reçu des instructions pour bloquer certains médias, notamment Equinox n'a pas eu accès à la salle, Canal 2 avait été bloqué. On a simplement permis à la CRTV et à Vision 4 d'accéder à ces débats. C'est-à-dire que le pouvoir a choisi ces médias qui devaient diffuser le procès Kamto pour que
ce qui est dit par ces médias reflète ce que le pouvoir veut que les Camerounais sachent et non ce qui s'est dit au cours des débats. Ce point, cet aspect m'a marqué. Et quand on convoque un débat comme celui-ci, s'il n'est pas suffisamment médiatisé, ça pose problème. Nous avons vu que à l'époque des conférences nationales, les pays africains qui ont tenu les conférences nationales, les débats étaient diffusés en direct des médias publics. Et cela est très important. La deuxième chose que je voudrais dire, au-delà de la médiatisation, il faudrait que les délégués à ce débat, qu'ils sachent qu'ils ont également une responsabilité historique. Que les délégués s'assurent que les résolutions qui vont être prises auront pratiquement force de loi. C'est-à-dire que s'il y a des résolutions qui ont un impact sur la Constitution, que les modifications constitutionnelles soient proposées et adoptées. S'il y a des résolutions qui appellent à faire une nouvelle loi, il faut que cette nouvelle loi soit écrite parce que je suis un peu gêné. Déjà, par le timing, on a fait un discours le 10 pour dire que la conférence commence le 30. Et on fixe 4 jours. Est-ce que 4 jours seront suffisants pour que la tripartite a fait 2 semaines. Prendre toutes ces résolutions-là et qu'on puisse les mettre dans les formes requises pour que le peuple camerounais soit pris à témoin. Vous savez, le gouvernement est toujours assez méfiant de ce qu'il peut gêner son pouvoir. C'est compris, vous estimez que le temps imparti pour ce dialogue est assez bref. Alors, Jacques Bimaï, comment garantir les travaux de ce grand dialogue national et pouvoir construire ce climat de confiance pour discuter en sérénité, de parler de tous les sujets qui fâchent, adopter des résolutions contraignantes et d'application immédiate? Oui, je souhaite que tous les délégués, même ceux du RDPC, comprennent que nous devons mettre des institutions fortes en place pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de ce pays. Donc, je souhaite que nous soyons humbles, que nous soyons tolérants et surtout qu'il y ait le pardon. Et je souhaiterais qu'au cours ou après ce dialogue, les chefs de l'État puissent voir dans quelle mesure ils peuvent remettre les pendules à zéro en permettant à tous les Camerounais de participer à la reconstruction des 2 régions anglophones, donc du développement du Cameroun. Edmond Kamga, pour ce dialogue national qui est annoncé, les garanties que souhaitent les partis politiques de voir les résolutions être appliquées, le rôle que la presse également pourrait jouer dans le cadre de ce grand dialogue national. Il me semble qu'il y a certains préalables qui sont importants et je dirais même indispensables pour la réussite, pour toute la sérénité des travaux. Parmi ces préalables, il y a la libération des prisonniers politiques. Il y a la libération de certains détenus anglophones qui sont en jugement. Certains ont même déjà été condamnés. Le chef de l'État pourrait bien ordonner auprès de son ministre délégué à la défense, chargé de la défense, pour qu'il y ait un arrêt de poursuite. Il l'a déjà fait en août 2017. Il l'a également fait en décembre 2018. Et ce ne serait pas de trop qu'il le fasse encore avant l'ouverture de ce dialogue. Et il y a une autre mesure qui peut être prise, c'est faire en sorte qu'au Parlement, on vote une loi d'amnistie qui permette, n'est-ce pas, à ceux qui, pour certaines raisons, arriveraient au Cameroun et seraient arrêtés, que ces personnes-là ne soient pas arrêtées. Et je pense notamment à ceux qui font partie de ce que le chef de l'État a cité. Il a cité des représentants des groupes armés. Comment viendraient-ils en toute sérénité dans un dialogue alors qu'ils peuvent être arrêtés? Alors c'est compris. Avec vous maintenant, Maître Roland Ndiou, en un mot sur les garanties pour que ce dialogue se tienne et la participation du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Au bénéfice de tout ce qui a déjà été précédemment dit, qui rejoint les propositions du MRC contenues dans son mémorandum, j'aimerais ajouter le fait que la communauté internationale s'est déjà s'est déjà impliquée dans le problème qui se passe au Cameroun, notamment l'Union africaine. Il serait de bon ton, précisément comme garantie de l'application de ce qui sera comme les résolutions, que celle-ci s'implique, peut-être même qu'elle soit facilitatrice de ce dialogue-là, pour qu'au minimum, à la fin, qu'on ait un témoin qui ne peut pas être qualifié de partisan. Et donc, nous pensons que la communauté internationale, à travers notamment l'Union africaine ou l'Organisation des Nations Unies, doit pouvoir faciliter ce débat-là et garantir
l'application des résolutions. Comme nous sommes à la fin de l'émission, permettez-moi s'il vous plaît de profiter de l'occasion pour adresser à monsieur le porte-parole du président élu Maurice Kamto, monsieur Bibou Nissak, toutes mes condoléances parce qu'il a été durement frappé au courant de cette semaine. Il a perdu sa maman. Nous voulons lui adresser nos sincères condoléances. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Cyril Sambaka d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Jacques Bimaille, d'avoir participé à ce débat. Merci à Maître Lavoisier Sapi, Maître Roland Duhou et Edmond Kandia d'avoir participé à ces échanges. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur Equinox Télévision.